Bienvenue au podcast En Vente Libre, un podcast où les informations en santé sont enfin à portée de main. On est les Gabrielle Aucarré, moi c'est Gabrielle Catafort. Et moi Gabrielle Fizet. On est deux étudiantes au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vais vous laisser Gabrielle nous présenter notre épisode. Oui, donc on reçoit Madame Isabelle Huot. Elle est docteure en nutrition. Donc avec elle, bien évidemment, on parle de nutrition, d'alimentation. On a commencé le podcast en parlant des diètes. Donc comme vous avez sûrement pu voir dans votre quotidien, on entend beaucoup parler de diètes, différents noms, différents types. Fait qu'on a parlé de ça au début, c'était super intéressant. Après, on a discuté de l'impact de l'alimentation au niveau de la santé physique, de la santé mentale. On a parlé aussi un peu des mythes comme est-ce que c'est important de déjeuner ou c'est quoi la place des sucres, des gras dans l'alimentation. Fait que vraiment un bon survol de tout ce qui est alimentation dans notre quotidien. Fait que c'est vraiment super intéressant. On a appris vraiment beaucoup de choses personnellement aussi. Oui, effectivement, j'ai particulièrement apprécié faire cet épisode. Je pense que c'est intéressant d'avoir d'autres professionnels de la santé comme des nutritionnistes sur le balado. Fait qu'on est quand même très fiers de cet épisode. Donc, juste avant de commencer, on va aller remercier nos commanditaires. Nous tenons à remercier notre commanditaire PR.com qui est mieux connu sous le nom de pharmacienremplaçant.com. PR.com, c'est une équipe de pharmaciens remplaçants qui se concentre sur l'aspect humain et personnalisé du remplacement en pharmacie afin de rendre l'expérience de remplacement de la pharmacie qui est d'une façon simple et agréable. L'équipe est encadrée par des pharmaciens remplaçants d'expérience qui adorent partager leur passion et leur expérience dans plusieurs sphères de la pharmacie au Québec. Donc, si jamais vous êtes pharmacien ou si vous connaissez ou êtes un propriétaire qui a des besoins en remplacement en pharmacie, faites confiance au service de pharmacienremplaçant.com. On tient aussi à remercier notre deuxième commanditaire qui est Question pour un pro. Question pour un pro, c'est quoi? C'est un site web qui permet la mise en relation entre un patient puis un professionnel de la santé. Donc, en gros, le patient peut poser une question en allant sur le site web. Et cette question-là, elle est automatiquement dirigée vers le bon professionnel à l'aide de l'intelligence artificielle. Quand on parle du bon professionnel, ça peut être, oui, un pharmacien, mais ça peut être un physiothérapeute, ça peut être une infirmière ou autre professionnel de la santé, vraiment selon ce que la question du patient puis qu'est-ce que le patient a besoin. Donc, c'est super le fun. Puis, à l'inverse aussi, si on veut pas poser une question, mais qu'on se questionne sur un de nos problèmes de santé, mais à la place d'aller sur Google, taper notre problème de santé, bien, directement sur la plateforme, on peut aller rechercher dans les anciennes questions. Fait que voir qu'est-ce que les pharmaciens ont répondu ou voir qu'est-ce que les autres professionnels ont répondu. Donc, c'est super intéressant. Puis, quant aux professionnels, qu'ils soient un pharmacien, physio ou infirmière, bien, il y a maintenant accès à un plus grand bassin de patients qui nécessitent des soins directement liés à leur profession. Donc, en gros, rendez-vous sur questionpourunpro.com. Premièrement, c'est gratuit, c'est aussi confidentiel et hyper facile d'accès. On aimerait aussi remercier Léa Solutions, propulsée par Nora Pharma, une entreprise pharmaceutique générique. Léa Solutions, c'est une jeune compagnie spécialisée dans le domaine des services professionnels en pharmacie. Leurs services sont non seulement menés par une équipe de jeunes femmes proactives, mais ils sont personnalisés et adaptés exclusivement pour les pharmacies en milieu communautaire à travers le Québec. La mission ultime de Léa Solutions est de soutenir les pharmaciens propriétaires dans la gestion de leur pharmacie. Ils sont à l'écoute de leurs clients et ils ont su créer un portfolio de services qui font l'unanimité. Ils font du recrutement de personnel en pharmacie, de la formation personnalisée pour le personnel de laboratoire, la gestion des réseaux sociaux et encore plus. De plus, étant consciente de l'importance de la relève, ils ont également conçu des services qui s'adressent aux étudiants en pharmacie, tels que Léa Recrute et le Cercle des futurs associés, qui est une organisation pour les étudiants en pharmacie qui souhaitent se lancer en affaires. Donc, si jamais Léa Solutions vous intéresse, rendez-vous sur leur site internet leasolutions.ca, solution avec un S, pour en savoir davantage et suivez-les sur leurs réseaux sociaux pour ne rien manquer. La santé, c'est pas toujours clair. T'inquiète, c'est plus simple que ça en a l'air. Au podcast, en vente libre, les gars vont ton back. Premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très contente de recevoir une nutritionniste sur notre podcast.
Attends, là, on peut pas dire nutritionniste parce que je suis plus membre de l'ordre. Ah, Fait que OK. ça, je voulais le dire dans le podcast. Ah, OK. Donc, il faut que tu dises une docteure en nutrition. Une docteure en nutrition. Ça Parfait. va nous... Tu sais, parce que nutritionniste, c'est un terme protégé, c'est Ah, ça. je comprends. Ouais. OK, parfait. Bon, ben docteur en nutrition, alors, je pense qu'on voulait beaucoup aborder ce sujet-là. On trouvait ça important parce qu'on s'était dit, ben, tu sais, la santé physique, psychologique, bon, ben, tu sais, notre alimentation a une grosse part là-dedans. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bien, c'est un plaisir, les filles. D'abord, vous êtes super persévérantes. Mon automne était hyper chargé. Puis là, je dis, c'est quand ta date de dispo? Puis vous m'avez relancé. Puis ça, la persévérance, là. Moi, je suis une femme d'affaires, puis je pense que vous l'êtes quand même, vous aussi. Puis c'est hyper important d'être persévérante si on va aller au bout de nos projets. Bon, ben qui je suis? Je pars de où? Votre prénom. On va y aller comme ça. Isabelle Huot. Donc, je suis titulaire d'un doctorat en nutrition. OK. Je me qualifie plus de nutritionniste parce que je suis plus membre de l'Ordre des nutritionnistes du Québec. Donc, je peux plus porter le titre, mais j'ai bien mes études, là, mon bac, ma maîtrise, mon doctorat. Puis avant, j'ai étudié en psychologie puis en ergothérapie aussi, là, plus jeune, parce que c'est des domaines qui m'intéressaient particulièrement aussi. Ah, Quand intéressant. même des grosses études. Oui! pour se rendre, là, J'ai été ouais. longtemps à l'université, même Ouais, que je devais faire un postdoc à Harvard parce que OK. moi, le célèbre chercheur Walter Willett en épidémiologie, c'était vraiment mon idole. Et puis, j'avais la possibilité de rentrer à Harvard pour un postdoc, mais après OK. 15 ans d'université, j'étais pas certaine que je voulais encore poursuivre là, les études. J'ai dit, je vais prendre une pause. Puis comme ça arrive souvent, tu prends une pause avant On le revient postdoc. pas. Puis on revient pas. Parce que j'ai commencé à travailler dans les médias. Puis j'ai commencé à être fort occupée. Là. C'est bon. Puis justement, vous avez pris une avenue, disons, plus vulgarisation, Oui. puis tout ça. Qu'est-ce qui vous a incité à choisir la vulgarisation, l'information auprès du public? En fait, un peu par hasard, parce que, bon, moi, je voulais être missionnaire en Afrique. Hein. Au début, j'ai étudié en psychologie pour ça. Très altruiste, je fais beaucoup de bénévolat, j'adore aider les autres. Donc, j'ai étudié en psycho. Puis après ça, le domaine de la santé physique me manquait un peu. Fait que j'ai pensé aller en nutrition pour ça. Puis il y avait un cours de nutrition internationale à l'Université de Montréal avec Hélène Delille qui faisait des missions en Afrique de l'Ouest pour contrer la malnutrition. Puis je me suis dit, ça me ressemble tellement. Donc, j'ai lâché mes études en psycho pour aller en nutrition. J'habitais à Ottawa à l'époque, fait que j'ai dû compléter. J'avais fait juste 1 an d'université parce qu'en Ontario, tu rentres tout de suite. Donc, j'étais rentrée très jeune à l'Université à Ottawa, puis là, j'ai complété mes études au niveau cégep pour retourner en nutrition. Et ma carrière a bifurqué vraiment par hasard parce que mon rêve, c'était vraiment de rentrer à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou pour construire des missions humanitaires en nutrition pour contrer la malnutrition dans les pays en voie de développement. Et puis, quand je suis allée visiter l'OMS, j'ai rencontré des chercheurs là-bas. Ils m'ont dit, Isabelle, ça te prendrait vraiment un doctorat en épidémiologie biostatistique parce que tu vas avoir toutes les connaissances pour intervenir auprès de ces populations-là. Non pas juste aller faire du bénévolat, mais de construire des missions. Et puis, de rassembler des équipes. Puis là, je vais avoir un impact incroyable. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai étudié en nutrition. J'ai commencé à voyager beaucoup. À ce jour, j'ai visité 68 pays. J'adore les voyages, j'adore en apprendre sur les cultures, particulièrement l'Afrique ou encore l'Asie. Et pour payer ces voyages-là, j'ai commencé à approcher des magazines. Là, je remonte il y a comme 28 ans en disant, écoutez, je suis allée dans tel pays, je pourrais vous faire un article sur tel pays. Et puis, j'ai commencé à vendre mes articles comme ça qui payaient mes voyages. Et vraiment par hasard, j'ai basculé dans le monde des médias. J'ai commencé à faire des chroniques télé à Canal Vie il y a près de 30 ans maintenant. Puis là, salut, bonjour, j'entame ma 20e année comme chroniqueur nutrition. Ça fait vraiment longtemps. Près de 27 ans à TVA. J'ai été 2 ans à Radio-Canada aussi, il y a bien longtemps. Et c'était pas mon souhait, moi, de faire de la télé. Tu sais, c'était pas... j'ai reçu beaucoup de stagiaires que leur rêve, c'est d'être à l'écran, puis tout ça. Mais moi, c'était vraiment pas ça. Moi, c'était vraiment, c'est une façon de payer mes voyages. Puis j'ai appris à vulgariser. Puis ça, c'est vraiment intéressant de vulgariser comme vous le faites, ou vous allez le faire dans votre profession, parce qu'on rejoint directement les gens en simplifiant la science.
Et puis, en donnant des recommandations très concrètes dans leur quotidien, puis tu vois à quel point ça peut changer vraiment l'état nutritionnel, ça peut changer la santé. Puis après ça, tu as tellement des beaux témoignages. Moi, j'ai fait 30 ans de clinique privée. Et puis les gens qui étaient dans mon cabinet, puis qui revenaient en disant, je travaillais surtout dans les troubles de comportement alimentaire. Puis ça m'a vraiment fascinée. Et puis de voir le rétablissement de mes clientes, d'un trouble alimentaire ou tu as un cholestérol élevé, puis oui, tu as la médication, mais tu as aussi la modification des habitudes de vie. Donc, quand tu modifies tes habitudes de vie, puis tu vois que finalement, tu n'as pas besoin de la médication, pour moi, c'est un succès. Là. Ben oui, je comprends. Puis là, avec toute cette expérience, est-ce que c'est par après qu'ils sont venus comme les livres que vous avez faits, puis tout ça, c'est-tu parce que vous avez vu un besoin, justement, par les chroniques que vous avez fait, par vos consultations, vous avez dit, hey, pourquoi pas de créer des livres, pourquoi pas de rendre ça accessible vraiment à tout le monde, que quelqu'un qui veut se renseigner peut aller l'acheter à la librairie. C'est-tu par après que vous est venu l'idée de faire les livres? Ben, en fait, on m'a approché. J'ai commencé à avoir des chroniques dans les magazines de TVA. Donc, le magazine très grand public, là, 7 jours, le lundi, Moi et compagnie aussi, qui était le magazine à l'époque de Patricia Paquin. Et puis, c'est l'éditrice qui m'a dit, je veux faire un livre avec toi chez TVA Publications. Et là, j'ai dit, j'ai pas le temps. Mon doctorat, c'est plus qu'un livre en soi. C'est trop de travail, mon doctorat. Déjà que je travaillais en parallèle. Fait que j'ai dit, je peux pas faire un livre en même temps que mon doc. Je te promets que dès que j'ai fini mon doc, je me mets sur le livre. Donc, c'est vraiment ça. Elle a été persévérante. Annie Tonneau, elle m'a relancé. Et puis, j'ai fait mon premier livre qui s'appelait Les conseils santé d'Isabelle. Et puis que j'ai réédité parce que la nutrition évolue, mais tellement. Et puis, les conseils varient aussi parce que c'est pas ce que j'ai appris au bac. Maintenant, c'est plus ça du tout, là. Il y a tellement de nouvelles modes, de nouvelles tendances. La littérature a tellement évolué. Il n'y a pas une semaine que je fais pas des revues de littérature en jetant un regard critique sur les méta-analyses récentes, sur plein de sujets d'actualité. Et puis, donc, j'ai réédité ce livre-là aussi, mais c'était vraiment mon premier livre, là. Puis, vas-y, Gab. Mais parlant de produits, de livres et tout ça, là, moi, c'est plus la compagnie autour de tout ce qui est produit un peu des aliments. Vous faites là, les repas qu'on peut commander, les collations en épicerie. Ça, pourquoi vous avez parti ça à la base? C'était-tu vraiment parce que, justement, vous voyez peut-être pour faciliter la vie un peu des gens, pour commencer? Pour avoir un point de départ dans le changement d'alimentation, peut-être? Je sais. Bien, en fait, quand j'ai fait beaucoup de cliniques, puis j'ai lancé mon livre, les premiers livres, bien, parmi les premiers, après les conseils santé d'Isabelle, c'était Kilo Cardio, 1, 2, 3. Bon, à l'époque, c'était vraiment la mode. Ma première entreprise, c'était Kilo Solutions parce qu'il y avait toutes sortes de solutions pour perdre du poids que je trouvais vraiment néfastes pour la santé physique et psychologique. Tu sais, des protéines, des diètes hyper sévères. Fait que je me suis dit, je vais créer la première clinique avec kinésiologue, psychologue spécialisé en troubles de comportement alimentaire en relation avec les aliments et nutritionniste. Donc ça s'appelait Kilo Solutions. Puis j'ai fait les livres Kilo Cardio, après les livres Kilo Solutions. Suite à ça, mes clients me disaient, Isabelle, c'est super tes livres, mais j'ai pas le temps de cuisiner. Est-ce que tu pourrais faire les recettes de tes livres pour moi? Là, je dis, quelle bonne idée. Et c'est vraiment là où j'ai approché une usine, j'ai pris mes recettes de mes livres, j'ai dit, pouvez-vous me faire ça à grande échelle? Ils m'ont dit, ben oui, pas de problème. Et c'est comme ça, pour répondre, d'ailleurs, toutes mes idées d'entreprise sont nées de consultations et de besoins réels manifestés par mes clients qui disaient, ben Isabelle, tu me dis de manger des noix, mais moi, je prends un sac de noix, je le vide au complet, ça marche pas. Ah, je vais vous faire des petits sachets, qu'est-ce que vous en pensez? Des petits sachets de pois chiches, des petits sachets de noix préemballés en portions parfaites pour la collation avec assez de protéines, assez de fibres. Donc, vraiment, mes idées sont nées là. Sont nées de je veux répondre à un besoin qui est réel. Et puis, quand j'ai lancé l'entreprise de prêt-à-manger, il n'y avait pas de good food, il n'y avait pas de cook-it, ça n'existait pas. Donc, c'était vraiment très innovant de dire, je fais des repas, mais attends, il faut que je les livre à domicile dans une glacière, là. Il faut que je maintienne la température parfaite. La chaîne de froid, je ne peux pas la briser là, parce que c'est des aliments. Donc, comment je vais faire ça? La glace sèche, livrer en Abitibi, comment je fais ça? Étendre au territoire de l'Ontario, etc. Fait que j'ai commencé ça il y a une dizaine d'années. Et puis, ben maintenant, j'ai vraiment 2 chapeaux. Là. Je peux dire que je travaille comme 50 heures dans ma business, puis
40 heures dans mon autre entreprise qui est Isabelle Huot Communication, qui est mes conférences, les entrevues télé, la rédaction de mes livres, la rédaction des articles. Fait que c'est vraiment les deux chapeaux, la femme d'affaires où je suis directrice générale de ma compagnie et l'entreprise de communication. OK. Et même une autre entreprise que je viens de lancer qui s'appelle Nourish, qui a une gamme de produits cosmétiques à base d'ingrédients alimentaires. Donc, camerise, raisin et pomme grenade. Wow. Très riche en antioxydants, très, très hydratant. Puis, on est vraiment dans nourrir l'intérieur, mais nourrir l'extérieur aussi. Fait que, tu sais, je suis pas dans des promesses anti-âge, je suis vraiment dans nourrir ta peau, l'hydrater. Et c'est ça, c'est une gamme que je viens de développer. Wow, ça fait combien de temps que cette entreprise-là existe, Nourish? Ben, j'ai pris un nom qui me permet de vendre partout au Canada puis aux États-Unis. Parce qu'avec mon nom, moi, mes produits alimentaires en épicerie, je suis vraiment contente parce que j'ai réussi à rentrer chez Whole Foods Market. J'ai 200 points de vente au Canada. C'est pas grand-chose, mais c'est un début, puis les ventes vont bien. Sauf que c'est un défi de vendre mes produits qui portent un nom méconnu totalement des anglophones. Fait que là, tu arrives à Vancouver, puis tu as mon sachet de muffins avec le nom Isabelle Huot dessus. Qu'est-ce qui va faire en sorte que la personne va l'acheter, là? Ouais. Pas facile. Donc, je me suis dit, l'autre entreprise que je vais créer, d'abord, ça sera pas mon nom. Parce que si c'est mon nom, c'est plus difficile à vendre dans 10 ans. Si je veux prendre ma retraite puis vendre une entreprise qui porte mon nom, c'est plus difficile. Quoique Ricardo vient de le faire. Et Nourish, ben ça va être plus facile à ce moment-là. On est dans le cosmétique, on a des meilleures marges que dans l'alimentaire. Et puis j'ai commencé mon pilote l'année dernière. OK. Et puis là, j'ai pris les commentaires des gens, puis là, j'ai développé la phase 2. Donc, j'ai changé les fragrances. Je suis vraiment dans des fragrances alimentaires aussi, dans la mandarine, dans la pomme grenade. Je suis 99,7% naturelle. J'ai beaucoup d'ingrédients biologiques aussi. Fait que je reste dans le fil conducteur alimentaire, mais nourrir sa peau. Ah, c'est intéressant. Mais félicitations parce que chaque projet est né d'un besoin réel, d'une consultation de quelqu'un qui manifestait ce manque-là. C'est pas c'est votre idée, mais c'est pour répondre à un besoin. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis félicitations, en fait, pour ça. C'est tout à votre honneur. Là. Puis je pense que vous avez tellement un beau parcours. C'est le fun de le souligner aussi parce que ça peut inspirer justement des jeunes professionnels qui voient un besoin, mais qui peut-être n'osent pas de se lancer. Ben, vous êtes la preuve que ça fonctionne puis qu'on peut le faire. Absolument. Puis même sans diplôme professionnel de gestion ou autre, c'est sûr que j'ai hésité quand j'ai fait mon doctorat. J'ai dit, bon, est-ce que je m'en fais un MBA après ma maîtrise qui m'aurait donné des outils pour gérer une entreprise. Mais je trouvais que faire mon doctorat me donnerait un titre qui pourrait m'aider éventuellement. Puis j'ai fait ça, j'ai appris les notions de gestion, de comptabilité, de finance, de marketing, vraiment au fil des années, avec différentes formations, avec des cours à l'école d'entrepreneurship, en Beauce, puis j'ai adoré ça. C'est un domaine très complémentaire, alors qu'au bac, les cours de gestion, c'est ce que j'aimais le moins. Moi, j'étais vraiment la clinique. C'est ce qui m'intéressait le plus, la science, la clinique. Puis aujourd'hui, je fais de la gestion au quotidien. C'est comme quoi le parcours peut quand même assez dévier. Ah, vraiment. Mais c'est le fun parce que ça montre que ça, parce que tu n'as pas nécessairement les bases en gestion, ça peut s'apprendre aussi un peu par les choses que tu vas faire, les activités, là, que tu n'as pas nécessairement de formation pour faire cette profession-là. Là, mais... Puis c'est de bien s'entourer aussi. Mais tout ça pour revenir à faut foncer. Même si on est des professionnels de la santé, on peut être des gens d'affaires également. Exact. Puis vous l'êtes parce que vous avez lancé un podcast, ça prend de l'initiative, ça prend de la persévérance, ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est des valeurs qui font partie de l'entrepreneuriat. Là. Puis il faut foncer pour le faire, puis il faut avoir le goût du risque. Effectivement. Le goût du risque, parce que c'est pas nécessairement payant au début. Là, tu fais pas ça pour l'argent, là, tu fais ça par passion. Exact. Tu fais ça parce que tu as une idée, tu vas aller au bout de ton idée. Et puis, les affaires, c'est accessible à toutes les professions. Effectivement. Ben, merci de nous inspirer comme ça. Je pense que ça va en inspirer plusieurs aussi. Tant mieux. Si on rentre un peu dans dans le vif du sujet de la nutrition, tu sais, à travers, là, vous m'avez parlé, tu sais, les plats, les livres, les chroniques. Est-ce que vous trouvez que ça a été une embûche dans votre parcours d'être confronté à plein de croyances différentes? Parce que j'ai l'impression qu'en nutrition, c'est... Il y a plein de choses. Exact. Je pense que c'est le domaine le plus controversé. Ah, tellement.
Puis ça doit être difficile en tant que professionnel de la Oui. santé de... C'est très difficile. Ouais, fait que comment vous avez fait? C'est quoi vos trucs? Honnêtement, c'est vraiment difficile parce que moi, j'ai des tribunes publiques et je me prononce. Puis des fois, je me fais rentrer dedans solide. Là. Je vais donner des exemples concrets. Et puis souvent, c'est une des raisons pour lesquelles je suis sortie de l'ordre des nutritionnistes parce que je trouvais que j'avais peu d'appui. Moi qui vais au front, qui défend des idées basées sur la science, beaucoup de nutritionnistes avaient peur de m'appuyer publiquement parce que maintenant, la nutrition, c'est comme une religion. Tu as comme des sectes puis des coachs qui vantent à peu près n'importe quoi. Et si moi, j'ose aller à TVA puis dénoncer ces gens-là, ces coachs-là, ils se tournent vers moi avec super agressif. J'ai eu des lettres de mort. Là. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, quand le régime cétogène, il est encore la mode. Oui. Au début, ça fait peut-être 3-4 ans. Moi, j'avais dit, attention, augmentation du LDL possible, il faut être prudent. Oui, pour l'épilepsie réfractaire. Bon, aujourd'hui, on l'étudie pour l'Alzheimer aussi. Il y a des pistes de recherche intéressantes. Mais moi, comme experte en nutrition, je ne peux pas recommander cette approche-là. Et j'ai dit ça sur plusieurs tribunes, dont Salut Bonjour, dont Bien avec Saskia Thuot et tout ça. Et les adeptes de cette approche-là, et il y en a beaucoup, sont devenus tellement agressifs envers moi. J'ai eu plusieurs menaces de mort, comme quoi mes conseils qui sont de prôner le régime méditerranéen, j'étais après amener les gens dans les hôpitaux parce que ça n'avait pas d'allure ce régime-là. C'est le régime cétogène qui est la seule façon pour tout le monde. Vraiment, là, une inflexibilité de pensée, aucune ouverture de ces gens-là. C'est pour ça que je dis, ça me fait penser à une secte. Ça a été très difficile à vivre, ces commentaires-là. C'est à partir de là où j'ai engagé quelqu'un pour gérer mes réseaux sociaux. Parce que moi, lire ces commentaires-là, t'as beau dire, OK, c'est correct, 1 ou 2, mais des centaines, là, des filles, des centaines de commentaires. Puis à partir du moment où j'ai commencé à avoir des lettres de mort au bureau, mes employés ne voulaient même plus rentrer travailler. Je comprends. Oui, puis peu d'appui de la communauté et de l'ordre parce qu'ils m'ont dit, on a peur d'eux. C'est des fous, on a peur d'eux, on te soutient dans l'ombre, mais on a peur de te soutenir publiquement. Ça m'a fait décrocher de l'ordre et un petit peu de la communauté aussi. Parce que je dis, attends, là, les gens n'osent pas parler. Et sur plusieurs autres dossiers, je me suis prononcée aussi. Puis à chaque fois, je me fais rentrer dedans. Puis, tu sais, je dis, aujourd'hui, il faut comme mesurer nos mots. Encore aujourd'hui, je lisais un édito. Puis là, j'ai dit, mais on n'ose plus parler des vraies affaires, tu sais. On est dans une société où, oui, on était super diète il y a une couple d'années, puis c'était des diètes sévères, ça n'avait pas d'allure. Là, on banalise presque l'impact de l'obésité sur la santé parce qu'on priorise la santé psychologique. Moi, j'ai travaillé 30 ans en troubles alimentaires. Je suis pour la bienveillance, la santé psychologique, mais jamais au détriment de l'équilibre alimentaire. Fait que, tu sais, je suis comme au centre. Puis j'ai osé dire ça dans un podcast d'Étienne Boulay, qui est très écouté. Et écoute, je me suis fait traiter de grossophobe, alors que pas du tout. Je suis pour la diversité corporelle. Je me suis fait traiter ça a été incroyable, l'agressivité des gens, parce qu'aujourd'hui, on est à gauche, puis il faut accepter l'obésité. Mais quel exemple on donne? Je suis pas pro-diète, là, mais quel exemple on donne aux jeunes en disant que c'est correct de peser 300-400 livres quand il y a un impact réel sur 13 types de cancers, une hausse incroyable. Tu sais, il faut quand même encourager l'équilibre et les saines habitudes de vie. Exact. Mais je me suis fait rentrer dedans, traiter grossophobe. Puis tu sais, ça, c'est un exemple parmi d'autres, là, mais plusieurs fois. Fait que comment qu'on fait? On apprend, on se crée une carapace, mais c'est pas le fun à vivre pareil, non, parce que c'est sûr qu'on accepte qu'en étant public, c'est pas tout le monde qui nous aime. Non. Exact. Je trouve ça remarquable ce que vous avez fait quand même de persévérer là-dedans. Surtout que ces groupes de personnes-là qui vont prôner des diètes, je trouve que d'un point de vue extérieur, ils s'attaquent aux personnes qui ont un peu plus faibles. Mettons, c'est des personnes qui ont traversé une longue maladie, qui essayent de changer leurs habitudes pour ne pas retomber dans la maladie, puis ils viennent chercher ces personnes-là qui sont déjà qui ont une santé psychologique un peu plus basse parce qu'on sort d'une grande épreuve. Voilà. Je trouve ça vraiment... c'est remarquable ce que vous faites, d'essayer de quand même mettre la science au devant. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi puis Richard Béliveau, puis tout ça, on essaie de le faire parce que
pour nous, c'est la science avant tout. Mais en 2022, c'est pas facile de se prononcer puis de dire nos opinions. Puis je parlais d'un édito que j'ai lu ce matin parce que c'était vraiment dans la même ligne directrice de attention, on peut plus rien dire, il faut toujours se protéger. Puis tu sais, ça n'a aucun sens aujourd'hui. On peut-tu dire les vraies affaires puis retomber dans l'équilibre sans être totalement à gauche ou à droite, juste... C'est comme si les croyances et les connaissances étaient égales. Tu sais, c'est comme si quand tu crois à quelque chose, ça vaut autant que quand c'est quelque chose qui a été démontré scientifiquement. C'est ça aujourd'hui. C'est pas la religion. Exact. C'est basé sur des croyances. Puis des fois, des croyances, ça fonctionne pas. Il faut baser sur... C'est factuel, la science. Exact. Puis là, on peut rentrer peut-être un peu dans le sujet des diètes, justement, ce qui fait vraiment le parallèle avec les croyances. Parce que je pense que beaucoup de diètes, c'est beaucoup de croyances, comme la diète cétogène. Je les connais pas tous parce que je suis pas vraiment renseignée dans le sujet. Cétogène, jeûne intermittent, je dirais. Les gens veulent toujours des succès rapides. Fait que, ils veulent... Le régime méditerranéen, c'est voté numéro 1 comme approche alimentaire par la plupart des scientifiques. Mais c'est pas assez vite. Puis, tu sais, c'est pas dans le but nécessairement d'une perte de poids non plus. C'est un régime santé. Mais à partir du moment où tu cuisines plus, tu prends des aliments non transformés, tu as plus de fibres, tu as plus de végétaux. C'est la base d'une saine alimentation pour prévenir les maladies chroniques puis stabiliser le poids. Fait que c'est vraiment parfait. Mais là, en ce moment, c'est vraiment cétogène, la gang keto, puis la gang du jeûne intermittent. C'est vraiment les deux approches les plus populaires. Il y a beaucoup d'artistes qui adoptent ces approches-là, ici puis ailleurs. Fait que ça inspire les gens, puis les gens ont tendance à embarquer dans ces approches-là. Pouvez-vous nous les expliquer un peu, puis nous dire peut-être pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas les effets un peu, les effets néfastes sur notre santé, tant physique que psychologique, d'adopter ce genre de diète-là? Le régime cétogène, à base, c'est une approche qui est essentiellement basée sur les lipides. 70-80% des calories proviennent des gras. Donc, ça peut être des gras monoinsaturés, saturés, peu importe le type de gras. 15% des calories proviennent des protéines, comme notre régime actuel. Puis 5%, à peu près, des fois 10% de glucides. Donc, très, très faible en glucides. Les glucides représentent à peu près l'équivalent d'une demi-tasse de petits fruits par jour. À peu près comme source de glucides. Le reste de la journée, c'est des sources de matières grasses, donc des protéines, mais des protéines grasses. Tu sais, par exemple, le café le matin, on va mettre du beurre de coco dedans ou des acides gras chaîne moyenne ou du beurre parce qu'il faut que l'alimentation soit grasse. Dépourvu toutes les réserves de sucre dans le foie, dans les muscles de glycogène s'épuisent. Et là, on commence à utiliser les corps cétoniques comme source d'énergie. Les corps cétoniques produisent un effet sur la satiété. Fait qu'on a l'impression de moins avoir faim en présence de corps cétoniques. Le jeûne fait la même chose aussi, génération de corps cétoniques, parce qu'on épuise les réserves de glycogène. Et les gens qui suivent cette approche-là disent « j'ai pas faim, je peux manger mon bacon, je peux manger ma crème. » Donc, ils trouvent ça bien le fun de tomber dans le gras. C'est une approche intéressante pour l'épilepsie chez les enfants réfractaires aux médicaments. Pour l'Alzheimer, qui aurait un lien... L'Alzheimer, c'est comme un diabète de type 3 un peu. Il y aurait un lien avec la gestion de la glycémie. Il semblerait qu'il y aurait des pistes exploratoires peut-être intéressantes avec le cétogène. Mais en général, c'est une approche qui est très restrictive, qui est très faible en fibres, qui a peu de diversité, que très difficile d'aller au restaurant parce qu'il faut que tu sois en cétose, que tu peux calculer avec des bandelettes urinaires, mais là, pour être en cétose, ça prend vraiment beaucoup de gras. Tu veux être invité chez des amis, c'est très difficile aussi. C'est pas recommandable si tu as une famille de faire manger les enfants comme ça. Il y a un impact négatif sur le microbiote. Notre flore intestinale qui est composée de 100 000 milliards de micro-organismes parce que les micro-organismes, surtout les bifidobactéries, les lactobacillus, aiment beaucoup se nourrir des fibres. Mais là, il y a très peu de fibres parce qu'on a très peu de fruits, une portion par jour, très peu de légumes, pas de patates douces, pas de courges, pas de pommes de terre, évidemment, pas de carottes. Tous les légumes contiennent des glucides. Impossible parce qu'il ne faut pas dépasser 50 grammes de glucides par jour. Les cardiologues, dans les études, on voit une hausse du LDL, cholestérol, le mauvais transporteur de cholestérol.
Donc, un risque aussi de maladie cardiovasculaire qui serait relié à cette approche-là, des symptômes d'hypoglycémie à court terme, mauvaise haleine, parce qu'un des cas cétoniques, c'est l'acétone, dérivé de l'acétone. Fait que ça donne vraiment une haleine qui est caractéristique, des maux de tête, constipation. Bref, c'est une approche que je ne recommanderais pas, à moins d'avoir, par exemple, plus de données sur l'Alzheimer. Là. C'est en cours. On a beaucoup de données animales, ça s'en vient. L'autre approche, le jeûne intermittent, très populaire, qui est quand même plus intéressante que le régime cétogène. Donc, le jeûne intermittent, c'est de manger dans une fenêtre de temps limité. L'approche la plus populaire, c'est le 16-8, donc 16 heures de jeûne, 8 heures de période d'alimentation. Il y en a qui vont aussi faire 2 jours de jeûne modifié, qu'on appelle, qui est une journée où les gens mangent à peu près 500 calories, puis 5 journées ad libitum où tu manges ce que tu veux. Il y a un intérêt de cette approche-là métabolique au niveau de la résistance à l'insuline, de la gestion de la glycémie. Ça diminue la résistance à l'insuline. Dr Junot, qui est cardiologue, étudie beaucoup le jeûne intermittent. Il y a beaucoup d'espoir sur cette approche-là, sur la santé métabolique, surtout sur le syndrome métabolique. Donc, oui, beaucoup d'études chez l'animal sur la perte de poids, un impact à court terme qui est supérieur à un régime à 1500, 1600, 1800 calories, par exemple, mais sur 12 à 24 mois, le jeûne intermittent arrive au même résultat qu'une approche en restriction calorique continue, genre manger toujours 1600 calories pendant un an, même résultat que le jeûne sur 12 mois. Mais à court terme, ça va un petit peu plus vite. C'est surtout l'impact sur la résistance à l'insuline. On sait qu'on a 700 000 diabétiques au Québec, beaucoup de prédiabétiques qui auraient un intérêt. Les bémols, c'est bon. Est-ce qu'il y a des risques d'hypoglycémie? Pas recommandé, femmes enceintes, allaitantes, enfants, personnes âgées. Comment atteindre tes besoins nutritionnels si tu as juste 2 repas par jour pour combler tes besoins en zinc, en sélénium, en calcium, en vitamine D. Surtout que la tendance maintenant, c'est 1 repas par jour. 1 meal a day, c'est la grosse tendance. Là, tu dis, OK, c'est impossible d'atteindre tes besoins nutritionnels avec 1 repas. Donc, ça prend un supplément. Fait que là, c'est sûr que là, j'aime moins ça. Mais quelqu'un qui fait 2 repas, des repas super riches en valeurs nutritives pour combler tes besoins nutritionnels, puis peut-être une collation, puis qui est prédiabétique, il y aura un intérêt à prolonger le jeûne de la nuit pour faire une période de jeûne de 16 heures. Les études commencent à être intéressantes. On a une méta-analyse publiée en 2019, vraiment avec des données là, qui sont de plus en plus intéressantes sur l'impact métabolique. Puis tout ça, à la base, ça a été mis en place pour perdre du poids, j'imagine, pas dans le but d'avoir une meilleure santé générale. Très bonne question. Je ne sais pas, les études ont commencé il y a longtemps dans des modèles animaux, beaucoup pour allonger la durée de vie, parce que le jeûne intermittent, c'est pratiqué par des chercheurs de Longo, entre autres en Italie, qui étudient beaucoup la longévité, comment vivre plus longtemps et en meilleure santé. Puis le jeûne en fait partie. Il semble que ça pourrait allonger la durée de vie en meilleure santé. Puis dans le fond, c'est quand tu fais le jeûne intermittent, tu finis aussi avec un déficit calorique ta journée. Parce que si tu déjeunes pas, bien d'ailleurs, Junot disait, puis j'ai corroboré avec la science, que ça serait mieux de déjeuner, dîner et de ne pas souper. Mais socialement, de ne pas souper, quand on valorise les repas en famille, c'est moins applicable dans un contexte où on veut favoriser l'aspect social qui vient avec le repas, qui est important aussi. Mais tu déjeunes pas, tu prends pas de collation. Oui, tu as un petit peu plus faim le midi, mais le soir, mettons que tu manges de midi à 8, tu arrêtes de manger à 20 heures. Fait que tous ceux, puis ils sont nombreux au Québec, qui grignotent devant la télé entre 8 heures et le coucher, mais on enlève ça parce que tu es sur le jeûne intermittent. Fait que ça fait en sorte que tu finis en déficit énergétique de 350 calories par jour. Puis 500 calories par jour amène une perte d'1 livre par semaine. Fait que c'est pas une perte énorme parce que je pense que les gens perdent à peu près 2 livres par mois sur le jeûne intermittent, quelque chose comme ça. C'est vraiment très progressif. Mais est-ce que
c'est relié au déficit énergétique quotidien, la perte de poids, probablement, mais l'impact métabolique serait indépendant de la perte de poids. Il y aurait un impact sur la santé métabolique qui serait indépendant du déficit énergétique. Puis, c'est quoi le rôle, bien, pas le rôle, mais le mécanisme par lequel s'y est trouvé, là, par lequel on va développer une diminution de la résistance à l'insuline par le jeûne intermittent? Est-ce que ça a été étudié? Est-ce que vous le savez? Question. Je t'avoue, je ne sais pas. Pourquoi il y a une amélioration de la santé métabolique en jeûnant? Parce qu'est-ce qu'on sécrète des corps cétoniques en jeûnant seulement 16 heures? Je ne suis pas sûre, parce que pour épuiser les réserves de glycogène, ça prend 24 à 48 heures. OK. Donc, on n'a pas nécessairement de corps cétonique quand on fait le 16-8. Ouais. 24 Oui, à 48. À 48 heures, Ouais. sans manger de glucides zéro, là, comme dans la diète cétogène. Oui, c'est où on peut ça. quand même se permettre de prendre un peu de glucides. Bien, pour les épuiser, c'est comme Qu'il y le en ait cétogène. zéro, Il faut que ouais. ça soit très bas là, pour Ouais. vraiment épuiser les réserves. Là. Ou un entraînement intense pour aller chercher toutes tes réserves de sucre, que tu utilises vraiment le sucre et non les gras, parce qu'en entraînement, tu vas chercher ton sucre en premier. Ouais. Donc, mais par quel mécanisme? Parce que c'est pas par celui de la néoglucogénèse. J'avoue, je sais pas. C'est intriguant. C'est Peut-être intriguant. que mais peut-être que c'est pas encore étudié, ou peut-être que c'est encore Ouais. quelque chose, une zone grise dans la littérature, je sais pas, là, je m'y connais Oui. pas en. Puis je suis pas en une jeûne, spécialiste de la question non plus, Ouais. mais j'ai lu la méta-analyse, puis je trouvais ça, c'est quand même une piste de recherche Ouais. intéressante. C'est un avenue peut-être possible, mais il n'y a pas encore assez de preuves de ce que je comprends pour qu'on puisse le recommander scientifiquement. Moi, un client ou, qui viendrait me voir, qui dit, moi, naturellement, le matin, j'ai pas faim. Je me force à manger parce qu'on me dit que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Puis, cette personne-là a un prédiabète. Ça, c'est un bon candidat. Il n'a pas faim naturellement le matin, fait que on n'est pas en privation. Naturellement, la faim se présente vers 11h au midi. Parce que je dis midi 8, mais ça peut être 11h à 19h. Ouais. Puis grignoter le soir, ça, c'est néfaste. Puis beaucoup grignotent le soir sans faim réelle. C'est vraiment une habitude de manger parce qu'on a un petit moment pour soi, parce que ça relaxe, parce que c'est réconfortant de manger. Fait que ça aussi, il faut dissocier ça de me calmer puis grignoter, ça me fait du bien sans faim réelle. Fait que le jeûne intermittent favorise ça un peu. Fait que quelqu'un qui arrive avec ça, le constat qui grignotait le soir, qui n'a pas faim le matin, ça pourrait être un bon candidat pour tester cette approche-là, parce qu'elle est quand même plus simple que calculer des calories. Tu sais. Dans le sens où si tu te mets, puis ça peut être néfaste de se mettre à calculer des calories, peser, Ben ouais. peser les aliments. Tu sais, j'ai connu des gens vraiment qui étaient tellement stricts, aucune liberté dans leur alimentation, à l'encontre de l'alimentation intuitive, que finalement, ça peut amener de l'obsession, que dès qu'ils sont pas dans le contrôle, ben là, ils perdent carrément on est beaucoup dans le tout ou rien chez certaines personnes, dans le sens où, OK, il faut que je mange tant de grammes de poulet, puis là, j'ai mangé un biscuit au bureau, ma journée est foutue. Ouais. Donc, puis c'est jeudi, donc ma semaine est foutue. C'est ça. Parce que là, j'ai tout gâché en mangeant un beigne, tu sais. Fait que des fois, trop de règles, c'est pas mieux, là. Qu'est-ce que vous recommandez, par exemple, peut-être pas pour perdre du poids, mais juste comme quelqu'un qui veut être en santé, Oui. prendre sa santé nutritionnelle en main, qu'est-ce qui serait recommandé comme Oui. soit approche ou des régimes ou quoi que ce Vraiment, soit? le régime méditerranéen. Puis ça porte le mot régime, mais c'est pas un régime. C'est pas un régime pour perdre du poids, mais à partir du moment où on met la pyramide méditerranéenne de l'avant, ben on peut aussi perdre du poids parce qu'on mange vraiment plus santé. Tu sais, les fruits, les légumes, les noix, l'huile d'olive, les légumineuses. Puis ça vient aussi avec le rôle de l'alimentation sur la santé émotionnelle, psychologique, partager un repas, cuisiner ensemble. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de manger. Je la recommande depuis 25 ans. C'est facile à mettre en place. On n'est pas dans du calcul, mais on est vraiment dans l'équilibre alimentaire, là. OK. Puis ce régime-là méditerranéen, est-ce que ça se compare quand même au guide alimentaire canadien, disons? Bien, le nouveau, oui, c'est OK. une bonne question. Oui, parce que le nouveau guide, c'est la moitié de l'assiette en légumes. Fait que ça ressemble beaucoup à ça. D'intégrer de plus en plus de protéines végétales
Le lait est plus dans le nouveau guide alimentaire canadien. Bien, je dis nouveau, mais je pense qu'il date de 2019. Le lait n'est pas dans le régime méditerranéen non plus. On a du fromage, on a du yogourt. Puis le régime méditerranéen, c'est les 16 pays qui bordent la Méditerranée. Fait que c'est pas juste l'Italie, l'Espagne, la Grèce, là. C'est aussi le Liban, le Maroc, la Tunisie. Ça touche le sud de la France. Et puis à travers une base commune, mais des recettes, des saveurs complètement différentes selon l'endroit où on se trouve. Mais oui, ça rappelle ça. Ça rappelle le guide. Puis est-ce qu'il y a c'est quoi la place des protéines animales dans le régime méditerranéen? Est-ce qu'il y a Très peu. Très peu? Quelques fois par mois. OK. D'ailleurs, les charcuteries sont considérées cancérigènes par l'OMS. La viande rouge comme potentiellement cancérigène en lien surtout avec le cancer du côlon, qui est le 3e cancer en importance quand même au Canada. Donc, on devrait en manger très peu de la viande rouge, puis quelques fois par mois, je pense. Je pense que c'est bien. T'sais, on n'est pas rendu là, comme les Québécois aiment beaucoup la viande rouge, aiment beaucoup surtout le bœuf. C'est une viande qui est appréciée, qui est riche en fer. Mais c'est sûr que moins de viande rouge, moins carboniser les viandes aussi, parce qu'il y a la façon de faire cuire la viande rouge. Si la viande est carbonisée sur le barbecue, ça hausse encore plus le risque de cancer. Puis les charcuteries, il y a les nitrites, mais maintenant, on a des charcuteries sans nitrites aussi. Mais la science n'a pas étudié les charcuteries sans nitrite sur le potentiel de développement de cancer du côlon. Puis on pourrait remplacer la viande rouge par des protéines végétales, puis des poissons, j'imagine, aussi dans le régime méditerranéen. Ah oui, tellement le poisson. Le poisson, c'est la base, puis c'est tellement important. Puis qu'on étudie les populations qui consomment davantage de poissons, moins de dépression, moins de risques cardiovasculaires. Même dans mon plus récent livre sur la ménopause, le poisson chez la femme en ménopause ou périménopause améliore la santé mentale, l'irritabilité. Donc, c'est vraiment intéressant d'intégrer le poisson. Le problème, c'est que les Québécois n'aiment pas tant ça, le poisson. En moyenne, on en consomme une fois semaine. Il faudra en consommer 3-4 fois. OK, quand même. C'est quand même beaucoup, puis je pense même moi, je fais pas ça 3-4 fois par semaine. Ça peut être une boîte de thon ou de saumon en conserve, ça compte pour un. Du poisson blanc, ça compte aussi. Mais au moins 2 fois du poisson plus gras pour teneur en oméga 3 d'origine marine. Parce que t'as beau prendre la graine de lin, la graine de chia, ils ont des oméga 3 d'origine végétale, mais la conversion en oméga 3 à chaîne longue qu'on trouve dans le poisson, elle est très faible, de l'ordre de 1%. C'est vraiment les oméga 3 à chaîne longue qui ont un impact sur la santé cardiovasculaire, diminuer le risque d'AVC, d'un infarctus du myocarde, tout ce qui est cardiopathie ischémique. OK. Puis on les retrouve dans toutes sortes de poissons ou il y a vraiment des poissons spécifiques que là, on va chercher plus d'oméga 3? Saumon, thon, truite, maquereau, sardine. Ça, c'est les plus riches en oméga 3. Mais après ça, tu as des poissons mi-gras, genre le flétan, mahi-mahi, qui est moins connu, mais qui sont des poissons mi-gras qui ont quand même des oméga 3. Puis les fruits de mer, il y a peu d'oméga 3, mais quand même beaucoup plus que la viande. Donc, tu sais, des crevettes, des pétonques, c'est très bon aussi. Puis les crevettes nordiques du Québec ont 3 fois plus d'oméga 3 que les crevettes tigrées qui viennent d'Asie. Ah, OK, intéressant. Oui, Fait que par l'oméga 3, c'est ça qu'on va aller rechercher dans les poissons, tout ça, mais tu sais, il n'y a pas de fer ou il y en a très peu peut-être dans le poisson. Fait que est-ce qu'on devrait pallier par des suppléments ou par... parce que est-ce que cette diète-là va manquer de certains nutriments? Non, parce qu'il y a quand même du fer dans le poisson, dans les fruits de mer, puis sinon, dans les protéines d'origine végétale, le fer est moins bien assimilé. Donc, à ce moment-là, on peut joindre une source de vitamine C pour maximiser l'absorption du fer. Genre, salade de lentilles, si on met des tomates, des poivrons dedans, on a de la vitamine C. Ça va vraiment aider à absorber le fer qui est contenu dans les légumineuses. Donc, c'est des petits trucs comme ça de ne pas prendre de thé, de café au moment des repas parce qu'il y a des composantes qui vont se lier au fer et qui vont faire en sorte que c'est moins absorbé. Mais sans carence, prendre des suppléments de fer, tu sais, ça peut amener de la constipation, ça peut... On soupçonne même le fer d'être
en lien que peut-être même, on dit pourquoi la viande rouge augmente le risque de cancer du côlon, les gras saturés, mais peut-être le fer aussi. Donc, on étudie ça actuellement. Fait que j'irai pas vers la supplémentation sans carence ou sans anémie diagnostiquée. Là. Exact. Parce que je trouve qu'en pharmacie, en tout cas de mon expérience personnelle, plusieurs patients viennent nous voir puis ils ont des pots de multivitamines où ils ont dit je devrais-tu prendre ça? Est-ce que c'est bon pour moi? C'est quoi ta réponse à ça si tu étais à notre place puis que tu avais quelqu'un qui vient te voir avec un pot de multivitamines? Ça serait quoi ton réflexe et tes questions que tu poserais pour savoir? Je suis pas contre les multivitamines. Ce qui est important, c'est de ne pas prendre des grosses doses de vitamines isolées. On s'est rendu compte dans les études que si on prend une grosse dose de bêta-carotène, de vitamine E dans des suppléments isolés, au lieu d'agir comme antioxydant, ça va agir comme pro-oxydant. Ça augmente le risque de cancer. On s'est rendu compte que, notamment chez les fumeurs, les suppléments de bêta-carotène augmentaient beaucoup le risque de cancer du poumon. Oui, donc il y a un métabolisme, souvent en lien avec le tabac, mais même la vitamine E, que c'était vraiment la mode de prendre des suppléments de vitamine E à une certaine époque, est nocive en grande quantité. Fait que si on prend un supplément, c'est une multivitamine minéraux en microdose. Ça a été testé dans une grande étude de cohorte en Europe qui s'appelait Suvimax. On a donné des microdoses de suppléments, puis on a suivi les gens en double aveugle pendant plusieurs années pour voir si ça avait un effet sur la diminution du risque cardiovasculaire. Il n'y en a pas eu. Diminution du risque de cancer. Il y a eu une diminution chez les hommes, mais non chez les femmes. Donc, l'hypothèse des chercheurs, Dr. Herbert, c'était que la femme mangeait déjà suffisamment de fruits et légumes et la femme a déjà une alimentation plus variée, plus riche en vitamines trouvées dans les fruits et dans les légumes, qui fait que le supplément n'a pas été utile dans son cas. Mais chez les hommes qui, à la base, avaient une alimentation moins diversifiée, moins riche en fruits et en légumes, il y a eu un impact positif. Fait que je dirais, ça dépend de l'alimentation, mais c'est ça qu'aujourd'hui, c'est rare. On ne peut pas manger parfaitement. On est souvent à la course. Des fois, on se tourne vers des aliments un petit peu moins nutritifs. Est-ce que tout le monde... On devrait manger entre 5 et 10 fruits et légumes par jour. Là. 5, c'est un gros minimum. Là. Les études montrent que 10 a un impact réel sur la diminution du risque. Je pense que c'est 25 de maladies cardiovasculaires. Puis pour les cancers, c'est à partir de 7. Mais nous, on est plus... La moitié de la population sont en bas de 5 portions. Puis 10, c'est mieux. Fait que il y a encore beaucoup de lacunes. Fait que multivitamines de base, oui, adaptées en fonction de l'âge. C'est-à-dire, par exemple, 50 ans et plus, si on regarde, il va y avoir beaucoup moins de fer que 50 ans et moins. Parce qu'en ménopause, il n'y a plus de menstruation, il n'y a plus de perte dans les règles mensuellement. Puis si on a trop de fer, c'est vraiment pas bon pour l'organisme non plus. Fait qu'il faut, si on n'a pas une multivitamine, puis en général, ils se comparent quand même. Là. Il y a beaucoup de marketing qui va vanter un plus que l'autre. Il y en a qui ont des différents caroténoïdes, lutéine, zéaxanthine, qui ont des rôles sur la santé oculaire en vieillissant. Fait que je rêve de choisir en fonction de son âge et puis de regarder, parce que la vitamine D, j'encourage vraiment la prise de vitamine D, 1000 unités internationales par jour. Mais si quelqu'un prend un supplément de multivitamines et minéraux qui a déjà 800, parce que c'est 50 ans et plus, qui a déjà 808 de vitamine D, on n'a pas besoin de s'ajouter un 1000 ou 2000 par-dessus. Là. Fait qu'il faut faire attention de ce qui peut étudier. C'est la multi plus une panoplie d'autres suppléments à côté. Tu sais. OK. Fait qu'on va plus favoriser une multivitamine ou peut-être juste une vitamine D toute seule, VS, de prendre plein de suppléments différents. Là, vous avez parlé de petites doses ou de grosses doses. Là, comment on peut facilement les savoir? Dans les multis, là, c'est vraiment normalement des microdoses. Là. Donc, ça va rencontrer les besoins, mais on ne sera pas, par exemple, à 500 de l'apport nutritionnel recommandé dans la vitamine. On va être à 100 ou à 50 Fait que ça, c'est bien correct, mais toutes les multis sont microdosées. Ce qu'on veut éviter, c'est un supplément de vitamine E, un supplément de vitamine A. Même la vitamine A, c'est hépatotoxique. Fait que, tu sais, les suppléments isolés, ça, on évite ça. Mais une multi, aucun problème. Sinon, probiotiques dans les suppléments pour certaines conditions, côlon irritable, par exemple. Bien, on a Tuzen, Align qui sont reconnus dans le guide clinique des probiotiques pour agir au niveau du côlon irritable. Oméga 3, je le conseille dans des cas de dépression, soit saisonnière ou dépression légère.
Puis ça agit même en synergie avec la médication. Fait qu'il y a vraiment un effet qui est intéressant pour des dépressions modérées. Sinon, multi, c'est probablement les seules vitamines que je recommande. Là. Puis le faire en cas d'anémie, bien sûr. Oui, prescrit par un médecin aussi Oui. avec des prises de sang objectivées. Là. Tu Oui. peux pas juste te dire, je me sens plus fatiguée, je pense que je suis en manque de fer. Ben, là. exactement, Ouais, exactement. Puis des bilans sanguins, on devrait tous faire ça. Là. Je vois encore des gens qui ont 50 ans qui en font jamais. Là. Moi, j'en fais 3 par année. J'adore ça. Je mesure ma vitamine D sérique parce qu'il y en a qui absorbent très peu la vitamine D. Il y en a qui prennent une dose hebdomadaire, d'autres quotidienne. Fait qu'il faut voir est-ce qu'on répond à la supplémentation puis s'assurer qu'on a un taux sérique supérieur à 75 nanomoles par litre. Là. Puis en quoi la vitamine D est une vitamine importante pour nous? Santé osseuse, mais bien plus que ça. On s'est rendu compte que la vitamine D joue vraiment un rôle sur l'immunité, réduction du risque de cancer du côlon. Vraiment un rôle pour optimiser le système de défense naturelle. Puis on l'a vu, les gens qui prennent la vitamine D avaient des complications moins sévères de la COVID. Donc, sclérose en plaques aussi, puis différentes maladies auto-immunes. Donc, vitamine D a vraiment un large spectre d'action. On synthétise naturellement par le soleil, mais de mai à octobre. Puis, tu sais, il faut s'exposer au soleil. Puis, bon, selon la teinte de notre peau, selon la crème solaire, selon la pollution, on synthétise pas toute la même dose non plus. Puis, comme le soleil est cancérigène, puis on le sait, on se protège de plus en plus. Donc, c'est pour ça que la supplémentation à l'année est de plus en plus encouragée. Société canadienne du cancer, je pense que c'est 2000 UI par jour, ou 1000. Je pense que c'est 1000, puis Santé Canada, c'est 400. Puis il y a même certains organismes qui vont recommander 2000 tous les jours. Puis est-ce qu'on en retrouve dans des aliments de la vitamine D? Oui, mais peu. Tu sais, il y en a dans le lait. Le lait est enrichi en vitamine D. Les boissons végétales sont pour la plupart enrichies en vitamine D. Il y en a un peu dans les œufs, il y en a dans le poisson gras. Sinon, margarine enrichie. Mais la quantité de lait qu'il faut prendre pour rencontrer le 1000 UI, là, c'est comme énorme. Là. C'est toutes des boissons enrichies. Ils n'en contiennent pas naturellement. Ils n'en ont pas naturellement. Okay, oui, exact. Okay. Naturellement, un petit peu dans les champignons. Un petit peu, le poisson gras et puis les œufs. OK. Ouais. Puis, pour continuer dans les vitamines, moi, j'avais vraiment une question qui me trottait dans la tête, que je voulais savoir votre opinion. Quelqu'un qui prend un antibiotique, puis il veut prendre des probiotiques en même temps que la prise de l'antibiotique. Est-ce que vous pensez que c'est une méthode qui est recommandée? Oui. Est-ce qu'on devrait tout le temps le proposer aux patients qui prennent un antibiotique? Ah oui, moi, je le recommanderais d'emblée. Pas en même temps, 2-3 heures après la prise d'antibiotiques, parce que l'antibio va aussi détruire la fonction des bons micro-organismes. Puis un probiotique, c'est un organisme vivant qui arrive intact dans le côlon. Tu sais, pour donner un exemple, mettons du yogourt, s'il n'est pas écrit probiotique, les bactéries lactiques du yogourt ne sont pas des souches probiotiques. Pour être qualifié de probiotique, ça doit vraiment avoir un impact positif sur l'autre, sur l'humain, puis arriver intact au niveau du côlon, passer à travers l'estomac sans être détruit par les enzymes GESI. Et moi, antibio, probiotique dans tous les cas, vraiment, parce que de plus en plus, on se rend compte de l'impact du microbiote sur la santé physique et mentale. Et un microbiote défavorable, une dysbiose en termes de diversité de micro-organismes et qualité de micro-organismes, a un impact considérable sur la santé au niveau de l'inflammation, mais inflammation de bas grade dans l'organisme. Au niveau, il y a un lien entre dysbiose, Alzheimer, Parkinson. Il y a un lien entre dysbiose et dépression, anxiété. Il y a un lien aussi avec syndrome côlon irritable qui est un lien direct. Donc, on n'est pas bien, on a de l'anxiété, on a des problèmes intestinaux. Mais à l'inverse, on a une dysbiose, on a un état d'anxiété. Et santé physique, immunité globale aussi. Là, le 70% du système immunitaire part de l'intestin. Fait que c'est important d'avoir une bonne barrière intestinale. Et pour ça, c'est les probiotiques, les prébiotiques, les fibres, c'est vraiment important. Fait que si on prend des antibiotiques, bien là, il faut refaire la flore parce qu'on va toujours avoir des bons, des moins bons micro-organismes, là, puis il y a une compétition constante entre eux, mais il faut privilégier certains types
de micro-organismes. Là, la mode, c'est vraiment les tests, pas reconnus encore ici par tous, mais ça s'en vient, des tests pour mesurer notre flore. Elle est constituée de quoi? Puis ça vient avec des conseils nutritionnels pour dire, bon, ben toi, t'as plus de tel type de bactéries qui sont des bactéries pro-inflammatoires. Donc, il faudrait au contraire faire monter les bifidobactéries lactis ou les autres types de bactéries. Donc, voici notre champ d'intervention pour monter ce type de bactéries-là. Puis même en Europe, on étudie notamment l'impact du microbiote sur l'obésité. Puis on s'est rendu compte que les obèses ont une dysbiose incroyable. Donc, ils vont aussi métaboliser les calories différemment. Fait que ça explique, tu sais, c'est oui, les habitudes de vie, mais on commence à voir qu'il y a d'autres choses qui influencent le poids corporel. Puis, il y a un chercheur que j'ai invité sur un Facebook Live avec moi qui est spécialiste sur le sujet, qui a lancé un probiotique pour perdre du poids, qui agit au niveau du microbiote pour améliorer. Mais il n'est pas vendu ici, mais c'est fascinant comme recherche. Lui, c'est une sommité mondiale dans le domaine des probiotiques. Puis ça rétablit une flore intestinale, le microbiote, en fait. Favorable à la saine gestion des nutriments anti-inflammatoires. Le mécanisme comme tel, je le connais pas, mais ça semble avoir vraiment un impact évident. Puis avec tous ces bénéfices-là, est-ce que tout le monde devrait en prendre ou pas du tout? C'est vraiment quand on prend des antibiotiques puis on est certain qu'il y aura peut-être un impact sur la flore, là, on va en prendre, mais de là à le recommander tous les jours? Moi, je pense qu'on devrait en prendre. Mais même moi, je le fais pas, mais en même temps, c'est parce qu'on sait pas quel recommander. Parce que quand on regarde la science, ce qu'on sait pas, c'est quel probiotique prendre, en quelle dose c'est efficace et pour quelles conditions. Par exemple, côlon irritable, j'en ai nommé 2. Puis c'est la santé globale. Moi, j'ai tendance à dire on va prendre un multisouche parce que je ne sais pas quelle souche recommander. Tu sais, donc, on y va en multisouche. Au moins, on a 7-8 souches. Mais est-ce que c'est les quantités qui ont été étudiées dans les études pour avoir un effet significatif? C'est comme une science en ébullition, c'est fascinant. Puis, dans le doute, je prenais un multisouche, mais tu sais, c'est embêtant. Je pense qu'au cours des prochaines années, on va en savoir plus sur quelle souche, en quelle quantité. Est-ce qu'on devrait tous en prendre? Est-ce que, par exemple, un enfant qui a plein d'allergies alimentaires, comme moi, j'avais 14 allergies, là. J'étais allergique à tous les aliments. J'avais dermatite atopique, l'eczéma partout, les pieds, les mains. Là, j'étais attachée à l'hôpital pour pas me gratter. Je me grattais au sang. J'avais, écoute, tous les problèmes reliés à un mauvais système immunitaire, rhume des foins, la totale. Et puis, ben à l'époque, les probiotiques, on n'en parlait pas. Mais je l'aurais encouragé parce qu'il y a vraiment un lien entre probiotiques et système immunitaire. Mais c'est vrai que c'est embêtant parce qu'il y a tellement de produits de probiotiques pour le voyage. Voilà. Pour la vie. Voilà. Qu'est-ce que tu recommandes? Fait que c'est ça, c'est vraiment, vraiment embêtant. À suivre si pour le moment, est-ce qu'on dit antibiotiques, probiotiques, ce serait correct, mais là, pour le quotidiennement? Pour le quotidien, on n'est pas... Moi, je le recommande pas d'emblée. Ça, c'est ça. Même moi, je le prends pas d'emblée. J'ai pris des antibiotiques à Noël. J'ai pris mes probiotiques pendant, puis après, pendant 2 semaines. J'en prends pas tout le temps. Mais éventuellement, j'ai l'impression qu'on va trouver les bonnes quantités, les bonnes souches. Puis selon les conditions, on sait qu'il faut améliorer la défense naturelle de notre intestin au niveau de la muqueuse. Et je suis certaine qu'on va trouver les bons probiotiques ou un mélange de probiotiques et prébiotiques qui est comme l'aliment du probiotique. L'inuline, c'en est un, mais il y en a plein d'autres, des fructo-oligosaccharides, plein de molécules qui ont cette action-là de stimuler l'activité et la croissance des probiotiques. Fait qu'un mix des deux qui s'appelle un symbiotique. Puis il y a aussi maintenant les postbiotiques qui sont les métabolites des probiotiques. Fait que tout ça, c'est une science vraiment intéressante. Puis même la santé mentale. Il y en a un qui est reconnu dans le guide clinique des probiotiques qui s'appelle Cambiotique. Je me souviens plus de la souche qui a un effet pour réduire l'anxiété.
OK. Quand c'est dans le guide clinique des probiotiques, tu as le degré de preuve associé, niveau 1, 2, 3. Mais à partir du moment que c'est dans le guide, mais je me dis, regarde, au lieu de prendre de l'activant, si tu peux essayer des probiotiques avant, je pense que tu as pas mal moins d'effets secondaires, sinon aucun. Là. OK. Effectivement. Fait que c'est une possibilité, Oui. un avenue possible dans la science qu'il faut Vraiment. quand même rester à l'affût là, dans les prochaines années, je pense, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est recommandé, est-ce qu'on doit le prendre Oui. à chaque jour ou quoi que ce soit. Là. Exactement. Puis est-ce qu'on en retrouve dans les, par exemple, le yogourt ou oui, le lait? certains yogourts, mais marqués probiotiques. OK, il faut qu'ils soient marqués. Oui. OK. Ou je pense à des produits qui ont du Lactobacillus casei, qui est une souche probiotique qui a été étudiée pour le système immunitaire. Le yogourt Activia qu'on connaît, qui a une bifidobactérie lactis qui améliore le transit. On a des études sur le soulagement de la constipation. Après ça, Bioca, on l'a étudié pour contrer le C difficile. Fait que ça, on a des résultats probants là-dessus. Donc, si quelqu'un, par exemple, a une chirurgie, s'en va en milieu hospitalier, moi, je recommande du Bioca avant la chirurgie, pendant puis après, pour tout ce qui est maladie nosocomiale. Donc, on en a quand même de plus en plus d'études avec des marques précises. Là. OK. Les doses par rapport à l'adulte et à l'enfant, c'est-tu pareil ou il y a vraiment des probiotiques pour les enfants? Pour les enfants, il y en a comme Bioca. Je pense que c'est la moitié de la dose, 25 au lieu de 50 milliards. Donc, il y en a aussi des doses différentes. Sinon, dans les études que j'ai lues, c'est beaucoup chez l'adulte, quoique d'Anactive, ils ont fait des études chez l'enfant aussi. OK. Oui. Puis si on prend, par exemple, un antibiotique, parce que je sais que c'est quand même dispendieux, en fait, là, les probiotiques, puis tout ça, puis c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer Bon point. ce genre de produits-là pour les aider. Tu sais, des fois, s'ils ont à peine l'argent pour se payer l'antibiotique, fait que, tu sais, de là à recommander un probiotique. Du yogourt. Moi, je dirais, bien, c'est sûr que la plupart des yogourts probiotiques, c'est 1 milliard. Puis dans les comprimés, ça va être du 10, ça va être plus. Mais encore là, est-ce que la science nous dit que 10, c'est mieux qu'un? On ne sait pas trop. Ouais. Mais il y a du yogourt. Les aliments fermentés ne sont pas classés officiellement comme probiotiques, mais ont vraiment des impacts bénéfiques aussi. Fait que tout ce qui est, mais encore là, ça ne plaît pas à tout le monde. Là. Du tempeh, du miso, du kombucha. Fait que des aliments fermentés, ça peut être bon aussi. Sinon, des prébiotiques qui vont nourrir notre flore. Fait que, tu sais, par exemple, les prébiotiques, c'est souvent des fibres, des légumineuses. Donc, ça, au moins, en mangeant beaucoup de fibres, bien, on nourrit nos bons micro-organismes à défaut d'avoir une souche de probiotiques. OK. Puis combien de temps ça peut prendre? Est-ce que ça va se refaire tout seul, le microbiote, ou il faut vraiment l'aider à se refaire? Combien de temps ça peut prendre? Oui. Bien, pendant l'antibio, moi, je dis, bon, ça dépend de l'antibiotique, là, c'est 5 à 10 jours, je pense. Ça que dépend, tu prends. ouais. Puis après ça, de poursuivre un autre 2 semaines. Mais, mettons que tu bénéficies de cette prise de probiotiques-là, les bactéries transitent quand même dans le côlon constamment. Fait que tu n'as pas le choix de garder certaines sources de probiotiques pour avoir un équilibre du microbiote parce qu'il est en changement continuel, le microbiote. Puis il y a plein de facteurs de stress qui peuvent amener une dysbiose aussi. Fait que l'environnement, qu'est-ce que tu vis, c'est pas nécessairement ce que tu consommes, mais ce que tu peux vivre aussi peut avoir un impact sur ton microbiote. Oui, parce que la santé psychologique affecte le microbiote. OK. Oui. Puis il y a un lien direct à travers le gut-brain axis. Donc, l'axe cerveau-intestin, à travers le nerf vague, sont en constante communication. OK. Puis, tu sais, on sait, quelqu'un de stressé qui a un événement, il va avoir des problèmes gastro-intestinaux. Il va avoir une diarrhée avant l'événement, il faut qu'il aille parler devant, il est pas bien. Fait qu'on lien direct, je me sens anxieux, diarrhée. Mais aussi, syndrome de l'intestin irritable qui touche, je pense, 12 ou 15 de la population. C'est souvent des gens très anxieux. Et syndrome de l'intestin irritable, la thérapie, c'est le probiotique, mais la gestion du stress aussi. OK. Fait que c'est vraiment une communication directe entre les deux. Fait que quelqu'un qui est constamment stressé, ça va affecter le microbiote. Fait que oui, l'alimentation, mais aussi l'état dans lequel on se trouve, l'environnement. Est-ce que côté hygiène, tu sais, on se lave les mains comme ça se peut pas, là, mais c'est
c'est pas si bon que ça pour le microbiote parce que les microbiotes les plus équilibrés, c'est des enfants qui jouent dans la terre, c'est des enfants qui vivent sur des fermes, c'est des enfants qui sont en contact avec la nature. Puis quand on est dans un environnement tellement hygiénique où il faut toujours se laver les mains, que l'enfant il peut pas jouer à terre, qu'il peut pas manger quelque chose qui a tombé sur le sol, on n'aide pas son système immunitaire. Je comprends. Puis là, vous parlez de la santé psychologique sur des, par exemple, l'anxiété, la dépression. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont prouvés comme étant néfastes pour la santé psychologique? Par exemple, je pense juste à manger tout le temps du gras, de la panure ou des choses comme ça. Ben, est-ce que ça a été prouvé? Oui. Il y a vraiment des études intéressantes sur consommation de malbouffe et dépression, consommation de malbouffe et anxiété. Il y a eu des études, des essais cliniques chez des adolescents qui étaient super agressifs, qu'on a commencé à donner la diète méditerranéenne. Ça a diminué l'agressivité. On a même étudié chez des prisonniers. Et même affaire, ça l'a calmé. Donc, il y a vraiment des liens évidents entre malbouffe, agressivité, dépression. Puis c'est essentiellement le gras. Une consommation, beaucoup de gras semble beaucoup affecter la santé mentale. Si bien que je me suis dit, c'est peut-être pour ça que la gang keto était si agressif. Parce qu'ils mangent tellement de gras. J'ai dit, pour moi, ils sécrètent moins de sérotonine. C'est une piste de recherche très intéressante parce que pour sécréter de la sérotonine, qui est le neurotransmetteur du bien-être, qui est le principe d'action des antidépresseurs pour la plupart, des inhibiteurs de recaptage de la sérotonine, ça prend des glucides qui vont faire entrer le tryptophane, l'acide aminé au cerveau, qui, lui, le tryptophane est précurseur de la sérotonine. Fait que je pense qu'il y a un lien intéressant entre l'agressivité que j'ai perçue chez les cétogènes et le manque de glucides. Parce que c'est ça, les glucides, tout ce qu'on mange dans nos nutriments sont nécessaires à créer nos neurotransmetteurs, puis tout ça. Donc, d'où le lien direct entre bien manger, avoir une bonne santé psychologique. Parce que c'est avec les aliments qu'on va chercher qu'on est capable justement de faire des neurotransmetteurs, des choses comme ça. Là. Oui. Il y a vraiment les précurseurs, tu sais, la vitamine B6 qui va intervenir pour mieux fabriquer sérotonine à partir du tryptophane. Fait que B6, on en a plein dans les légumineuses, mais les légumineuses, c'est aussi des glucides. Fait que les cétogènes n'en mangeront pas. Fait que, tout est interrelié, là. Ben oui, là, même vas-y. dans les maladies chroniques, là, par exemple, comme cardiovasculaire, diabète, est-ce qu'on peut considérer l'alimentation comme autant qu'elle a un autant grand impact que les médicaments, par exemple, qu'on donne aux patients? Oui. Là, ce qui est vraiment important, parce que je trouve, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, la nutrition est de plus en plus enseignée aux médecins. Je ne sais pas si vous avez des cours de nutrition, vous aussi? On en a eu un avec peut-être une ou deux expertises. En tout cas, on a quelques heures, mais pas beaucoup. Parce que avant de prescrire une statine ou peu importe, on commence toujours par l'alimentation. Parce qu'à moins d'avoir une hypercholestérolémie hyper élevée, là, tu n'as pas le choix d'agir rapidement, une glycémie très élevée aussi. Mais si tu es prédiabétique, l'alimentation fait toute la différence. Tu sais, le diabète, c'est une condition sérieuse, mais l'obésité, c'est un facteur directement relié au prédiabète et au diabète de type 2. Donc, l'alimentation, la perte de poids dans le cas du diabète, c'est un must. L'activité physique aussi. Mais tu sais, commençons avec le contenu de son assiette. Maladie cardiovasculaire, la même chose. Cholestérol élevé, les fibres solubles, le soya. Il y a plein de choses qu'on peut changer. Diminuer les gras saturés, diminuer la consommation de viande, de fromage. On garde les fromages plus gras le week-end. La semaine, c'est des fromages en bas de 20 diminuer la consommation de beurre, de crème. On a un impact significatif. Au bout de 3 mois, on refait un bilan sanguin. Si c'est encore trop élevé, là, on interagit avec la médication. Mais de consulter des nutritionnistes, ça vaut tellement la peine. Parce que chaque médicament, il y a quand même des effets secondaires. Et puis, avant de tomber dans le médicament, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en réduisant son tour de taille. Parce qu'on parle d'obésité, mais c'est surtout quand le gras est logé au niveau du ventre.
dont la femme en ménopause, où là, le gras s'accumule plus dans les hanches, mais vraiment au niveau du ventre. C'est vraiment ça qui est problématique pour la santé. OK. Ben, c'est un peu ça qu'on voit dans nos cours, je pense aussi, là, quand on a Oui. vu le diabète, on a vu justement Oui. l'hypercholestérolémie. Souvent, Oui. on est enseigné justement de prendre l'alimentation en charge au début parce que, Oui. tu sais, je veux dire, nos médicaments, oui, ils vont avoir un impact, mais tu sais, c'est pas miraculeux non plus. Là. Ça Ben va pas, voilà. ça va pas faire chuter ton taux de cholestérol Exact. de façon si drastique. Oui. Fait que, tu sais, pour les gens qui sont justement, qui ont bien contrôlé leur alimentation, puis ça fonctionne pas, là, la médication, tu sais, ça va donner peut-être le petit coup de pouce supplémentaire de Voilà. plus, mais, tu sais, sinon, c'est sûr que si tu manges tout le temps 3 fois par jour au McDonald's, puis tu prends ta statine, Ben voilà. ça change rien. Non, non, c'est vraiment en synergie. Oui, effectivement. Mhm. Oui, vraiment. Puis, tu sais, souvent, on y pense pas. Tu sais, on n'a pas nécessairement le réflexe tu sais, de le conseiller. En tout cas, tu sais, des Oui. fois, de mon côté, oui, des fois, je vais y penser, mais tu sais, des fois, il faudrait plus le mettre de l'avant. Tu sais, la nutrition en pharmacie, on a une nouvelle prescription pour justement diabète, peu importe. Tu sais, Avez-vous pensé à la nutrition? une ou un Oui. nutritionniste? Exact. Là, ça peut vraiment faire la différence. Puis, Mhm. dans quelle personne ou quelle clientèle serait favorable à d'aller voir les conseils d'une Oui. nutritionniste ou de... est-ce que tout le monde Ben, devrait aller voir une nutritionniste ou plus des gens qui ont je des pense problèmes de que santé? oui, mais les assurances vont aider. Tu sais, c'est rendu quand même entre 100 et 150 une rencontre avec l'évaluation nutritionnelle, les suivis entre 65 et 95 selon les regroupements. C'est quand même de l'argent si tu n'as pas d'assurance. là. Donc, si la personne a une assurance, d'emblée, c'est oui. Puis après ça, selon le budget, il y a des nutritionnistes dans les hôpitaux, dans les CLSC, mais c'est juste qu'il y a beaucoup d'attentes. Et puis, si tu attends 3 mois puis que tu es diabétique, bien, c'est déjà trop, là. Ah oui, vraiment. Mhm. Puis, c'est combien de temps en général un suivi en nutrition? Est-ce que c'est quelque chose de 3-4 suivis ou c'est quelque chose qui est plus à long terme, à chaque semaine, des rendez-vous? Ça dépend de la problématique. Je dirais un cholestérol, 2 rencontres, on a fait le tour, là, parce OK. que, bon, c'est quand même assez simple. Diabète, peut-être un peu plus long parce qu'il faut enseigner le calcul des glucides. S'il y a de l'insuline, mais là, c'est plus complexe d'enseigner vraiment le nombre d'unités en fonction des glucides et tout ça. C'est un petit peu plus long. Mais sinon, après ça, moi, je dis en 30 ans de clinique, mes suivis les plus longs, c'était des troubles de comportement alimentaire. Mais quand on est rendu, il y a des clientes que j'ai vues 90 fois. Ouais. Mais ces clientes-là, on est dans le psycho, là, on n'est plus dans la nutrition. On est, oui, sur une consulte de 45 minutes en suivi, on va parler un petit peu de nutrition, mais on parle beaucoup de restructuration cognitive, d'estime de soi. On parle de tout ça. Là, quand on est rendu à 90 rencontres, on déborde un petit peu là, Ouais. de la nutrition. Ça, c'est plus des troubles de comportement alimentaire, Oui. plus que comme j'ai un prédiabète ou j'ai du diabète voilà. puis que je veux Parce prendre que en ça, main. les bases, on a un plan alimentaire à suivre, on a de l'enseignement. 2 rencontres, 3 rencontres, c'est suffisant. Là. OK. Puis est-ce qu'il y a une différence entre une nutritionniste puis une diététiste? Même chose. Ah, c'est la même Oui. chose? Ah, OK. Diététiste, c'est un terme protégé depuis, mon Dieu, depuis très longtemps, au moins 15 ans. OK. Donc, une diététiste, nutritionniste, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui a un bac en nutrition et qui est membre de l'Ordre professionnel des nutritionnistes. OK. Donc, comme moi, je suis sortie de l'Ordre il y a 2 ans, je porte plus le titre ni nutritionniste ni diététiste. OK. Mais comme j'ai un doctorat, docteur en nutrition, c'est le titre que j'utilise et que j'utilisais déjà d'emblée. Là. C'est 2 OK. titres pour dire la même chose ou la Oui. pratique est quand même différente? Non, c'est la Les même deux? chose. Ah, OK. Vraiment la même chose. OK. Mais le domaine de pratique est très large, un peu comme vous. Tu sais, on peut travailler dans un hôpital, on peut travailler en gestion d'un service alimentaire, la chaîne d'approvisionnement, etc. On peut travailler dans l'industrie alimentaire. Il y a des nutritionnistes chez Danone, chez partout, là, qui vont aider à développer des produits plus santé. C'est très vaste. Beaucoup font de la clinique privée. Je dirais que c'est probablement ça qui est le plus apprécié parce que tu as une relation d'aide qui est importante quand tu es en clinique privée puis tu accompagnes ton client vers la santé. Fait que c'est très valorisant. Là. Mhm. Puis être nutritionniste, juste le parcours académique, Oui. c'est un bac universitaire, dans le fond. Oui. Est-ce qu'il y a une maîtrise à faire après ça ou dès qu'on sort du bac, on est considéré comme nutritionniste si on fait Voilà. partie de l'ordre? Oui, c'est vraiment bac. C'est un bac de 3 ans avec, après ça, une période de stage de OK. une session.
Et puis là, tu es considéré nutritionniste, tu es membre de l'ordre. Tu as tes formations continues à faire annuellement pour rester membre de l'ordre. Je me souviens plus du nombre d'heures, mais tu es considéré déjà nutritionniste diététiste. OK. Puis là, la nutritionniste, on peut maintenant aussi les retrouver. En fait, on les retrouve aussi à l'hôpital. Fait qu'il y en a aussi à l'hôpital. Oui. Est-ce qu'il y en a sur les étages ou il y en a aussi, ça, c'est vraiment juste en cuisine en bas, en fait? Ou, Ah non, il y en a sur les étages parce que tu en as spécialisé. Je pense à Roxane Papineau qui est spécialiste en insuffisance rénale. Ça, c'est une spécialité. Elle est très, très bonne. Là, vraiment, puis ça prend vraiment une nutritionniste là, pour quelqu'un qui a une insuffisance rénale. Il y en a spécialisé en cardiologie. En l'Institut de cardiologie, il y en a qui travaillent de pair avec les cardiologues. Il y en a de spécialisés en maladies inflammatoires de l'intestin parce que ça, c'est comme moi, je n'ai pas travaillé là-dedans du tout, mais colite ulcéreuse, maladie de Crohn, c'est très particulier. Puis il y a certains probiotiques qui peuvent agir à ce niveau-là, au niveau de l'inflammation. Donc, oui, il y a plusieurs champs d'expertise, là. Okay. Comme les pharmaciens un peu, je pense. Oui, Ça fait un beau parallèle, les deux professions. On a beaucoup de pharmaciens sur les étages. Il y en a qui pensent que les pharmaciens en hôpital sont peut-être juste dans la distribution, mais on est sur les étages aussi. Oui. Fait qu'un peu comme vous, les nutritionnistes, vous êtes sur les étages. Vraiment. On n'est pas juste reclus de l'équipe médicale. Non, c'est ça. C'est comme un même parallèle. On a chacun notre expertise, mais je pense que ça fait comme une belle équipe au final. Puis même en externe, justement, on peut après collaborer. En externe aussi, il y a des cliniques d'enseignement pour les personnes diabétiques, sur les étages nutrition entérale, parentérale, oncologie. Donc, vraiment, un rôle à jouer important. Puis, qu'est-ce que vous pensez de la collaboration entre les nutritionnistes et les autres professionnels de la santé? Est-ce que vous pensez que c'est... Oui, c'est important. Est-ce que vous pensez que on devrait l'exploiter encore plus? Est-ce que c'est bien en ce moment? Ou comment vous voyez ça, en fait, cette collaboration? Je pense dans les hôpitaux, il y a une belle collaboration. C'est pour ça, quand j'ai fondé Kilo, moi, je voulais au moins un psychologue. Psychologue, c'est important parce que je voulais recevoir des troubles alimentaires. Je voulais que la personne se sente bien accompagnée. Mais la collabo, c'est toujours gagnant. Toujours gagnant. C'est pour le bien du patient ou du client, la collaboration, partager un cas puis travailler un cas en équipe, c'est tellement stimulant aussi. Pensez-vous que, par exemple, il devrait y avoir un meilleur pont entre les pharmacies communautaires et des centres de nutrition ou ces ressources-là? Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être pas notre numéro 1, nous, de penser à un nutritionniste en pharmacie communautaire. Pensez-vous que ça serait une avenue qui serait intéressante d'avoir des nutritionnistes sur place. Je pense qu'il y a eu quelques pharmacies qui avaient des nutritionnistes sur place. Moi, au début de ma carrière, là, justement, un pharmacien, Jean Coutu, me disait je veux que tu viennes sur place pour mes clients. Je trouve que c'est une belle collabo parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Effectivement. Parce que des fois, comme on parlait, il y a des médicaments qu'il y en a qui vont être réfractaires à prendre la médication. Puis si on pensait à une solution dans leur alimentation avant de penser à la médication, peut-être que ça les rassurait. Puis si on passait par le chemin de alimentation, OK, ben là, je comprends que c'est nécessaire. Il y en a qui ont peut-être sont plus réfractaires des fois à la médication. Je peux comprendre des fois. Fait que des fois, d'avoir cette solution à la pharmacie, je trouve que ça serait une belle avenue possible pour le futur. Puis que les assureurs remboursent davantage parce que c'est pas toutes les compagnies d'assurance qui remboursent les frais. Puis c'est quand même important comme frais pour quelqu'un, considérant l'inflation, considérant les budgets serrés de plusieurs personnes. Ça serait le fun de rendre ça plus accessible, voire d'avoir une subvention gouvernementale qui paie une partie de la consultation en nutrition, en remboursement, parce que l'alimentation, c'est la base de la santé et ça réduit tellement les maladies chroniques. Que si le gouvernement disait, moi, je rembourse ou des déductions au niveau fiscal pour les consultations en nutrition, je pense que c'est très salutaire pour la santé de la population. Parce que c'est ça, c'est dispendieux, mais manger. Puis, c'est quoi vos conseils pour une famille qui n'a pas nécessairement les moyens de bien manger, mais qui veut se prendre en main? Puis, je trouve que ça peut peut-être être difficile pour certaines personnes de tout le temps adopter l'alimentation méditerranéenne. Dans le poisson, ça peut quand même coûter cher. Des fois, le saumon, des choses comme ça. Fait que ça serait quoi les protéines végétales, c'est tellement pas cher. La PVT, la protéine végétale texturée, super abordable, surtout qu'on l'achète en vrac. Les légumineuses, les lentilles. Déjà en conserve, tu payes plus cher que quand la lentille elle est sèche, par exemple. Mais
pour cuisiner, lentilles, ça va bien, mais les légumineuses sèches, faut les faire tremper, c'est plus long. Fait que réduire le coût du panier d'épicerie, ça passe par cuisiner. C'est sûr que si on achète les bartendes toutes faites, les produits tout faits, c'est beaucoup plus cher. Donc, de retourner en cuisine, de mettre de l'avant la protéine végétale, même si on ne mange pas de poisson. Le végétarisme, ça coûte moins cher parce que la viande, c'est ce qui est le plus dispendieux dans notre panier d'épicerie. Exact. Puis, dans notre panier d'épicerie, là, je pense à si on fait l'épicerie, quel aliment choisir? Là, on va parler de gras saturés, insaturés. Oui, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence puis comment facilement les repérer quand on va faire l'épicerie? Oui. Savoir qu'est-ce qui est bon, quel pourcentage de notre assiette devrait être du gras saturé ou insaturé? Bien, en fait, on devrait, la distribution des macronutriments, là, mettons entre 40 et... 40, c'est un peu sévère. Entre 45 et 60 de glucides, 15 à 20 de protéines. Les gras, 30-35 Quand j'ai fait mon bac, c'était beaucoup l'approche faible en gras qui était prônée à l'époque. On s'est trompé parce qu'en réduisant beaucoup le gras, on a augmenté les sucres. Genre le beurre d'arachide, 25 moins gras, ben oui, 25 moins de gras, mais 50 plus sucré. Ou le fromage à la crème ultra léger. OK, 95 moins de gras, mais plus de sel, plus d'additifs, des gommes de goire, des gommes de caroube. Donc, on a fait fausse route parce que tu enlèves du gras qui donne de la texture, puis tu dois mettre full additif pour compenser, puis plus de sel parce que le gras est un vecteur de goût. Et là, après ça, on est tombé, bon, cétogène, c'est l'extrême. On s'est rendu compte avec le régime méditerranéen que 35 des calories sous forme de gras, c'est bien correct. Donc, on peut se permettre des bons gras, des avocats, de l'huile d'olive, l'huile de caméline, des gras essentiellement polyinsaturés, monoinsaturés, qui sont des bons gras pour la santé cardiovasculaire. Qu'on tombe dans un gras saturé qui provient, que ça soit, ça peut être des sources végétales. Je pense à l'huile de palme, qui est un gras saturé, l'huile de coco, qu'on a tant vanté il y a quelques années. Mais jamais les nutritionnistes, mais les adeptes partout sur YouTube cuisinaient au beurre de coco. Puis un jour, Harvard disait, attention, là, c'est un gras saturé. Et puis, il y a différents potentiels athérogènes des gras saturés. Le gras de coco est moins pire que l'huile de palme, par exemple, que le gras du beurre. C'est moins pire, mais c'est pas un effet neutre non plus sur le cholestérol. Comme on le disait, puis c'est moins bon que l'huile d'olive, canola, cameline, les belles huiles du Québec aussi. Fait que les gras saturés le moins possible, ça augmente le risque cardiovasculaire, mais encore là, on sait plus aujourd'hui sur les gras saturés, sur l'acide palmitique, stéarique. Selon le type d'acide gras saturé, ça va faire un impact sur le risque cardiovasculaire. Il y en a des moins pires que d'autres. Les gras trans, bien, Trudeau a aboli, il y a quelques années, les gras artificiels issus des huiles partiellement hydrogénées qui amenaient des gras trans qui sont doublement néfastes parce qu'ils baissent le HDL, le bon transporteur de cholestérol, puis hausse le LDL, le mauvais transporteur. Fait que c'est un double impact négatif. Sur le ratio entre les deux et le risque cardiovasculaire. Il y en a de moins en moins, mais je trouve encore quelques produits avec des huiles partiellement hydrogénées sur le marché. Donc, des bons gras, là, on va trouver ça dans les noix, les graines. D'ailleurs, on devrait tous manger des noix 5 fois semaine. Ça réduit le risque de maladie cardiovasculaire de 25 Fait que les noix, puis la variété, c'est important parce que chaque noix, ça force. Les amandes, c'est le calcium. La noix du Brésil, c'est le sélénium. La noix de Grenoble, les oméga 3. Donc, d'avoir une variété, les graines de citrouille, du zinc, une variété de noix et graines dans son alimentation, c'est vraiment gagnant. Même la graine de tournesol, c'est moins cher. C'est plein de vitamines, de minéraux. Fait que je dirais oui au gras, 30 des calories, 35 des calories. Bon gras, puis moins de gras saturé, moins de gras trans. Puis, est-ce qu'on devrait tout le temps opter à ce moment-là pour les produits qui sont réguliers et non moins gras? De ce que je comprends de vos explications, des fois, ils pourraient rajouter d'autres choses qui sont encore plus néfastes que le produit original qui n'est pas du tout modifié. Voilà. Moi, je suis vraiment pour les produits réguliers. Mais bon, par exemple, si quelqu'un a un d'hypercholestérolémie puis il prend un yogourt méditerranéen à 10 de matière grasse, là, on est dans crème glacée. Fait que je n'irais pas là, mais tu sais, un 2 c'est un beau compromis. Le lait, 2 1 je
Ça aussi, c'est intéressant. Le fromage en bas de 20 c'est intéressant parce qu'on n'a pas rajouté de sel quand on allège le gras dans un produit laitier en général et on n'a pas rajouté d'additifs. Fait qu'un fromage à 9 le seul défaut, c'est le goût parce que c'est moins bon. Mais il n'est pas plus salé, puis il y a beaucoup de moins de gras saturé. Fait qu'une personne qui a un LDL élevé, c'est sûr que je vais recommander produits laitiers faibles en gras. Mais dans les autres produits en général, même les confitures, c'est écrit sans sucre. Mais tu vas voir la liste d'ingrédients, puis tu as de l'aspartame, tu as du Splenda, tu as des faux sucres. C'est pas mieux. Les faux sucres ont un impact défavorable sur le microbiote. Donc, ça m'amène une dysbiose de prendre du stevia ou du sucralose. C'est vrai. Je suis mieux de prendre une vraie confiture, mais avec le fruit en premier. OK. Mais c'est vrai, ça me fait penser à juste la sauce soya. Là. Oui. Moins de sodium. Oui. C'est correct, ça non? c'est bon, par exemple. Il y a moins de sodium, puis je pense qu'il n'y a pas plus Il n'y a pas d'autres d'affaires. choses. OK. Fait qu'il faut vraiment 25%. regarder sur s'ils rajoutent d'autres choses quand Voilà. ils réduisent Oui. un nutriment là, dans l'aliment. Oui, fait que vraiment lire le tableau d'information nutritionnelle puis la liste d'ingrédients. Lire les deux, tu sais. Puis là, on parle de sel, là, ça me fait penser, est-ce que vous pensez qu'on mange trop salé dans notre société actuelle? Oh oui, on mange vraiment trop salé, surtout les hommes, surtout les jeunes. Dans les dernières études qu'on a, surtout les jeunes, trop de sel. Il ne faudrait pas dépasser 2300 mg de sodium par jour. Ça représente quoi de 2300 mg? Une cuillère à thé de sel. OK, Une fait que cuillère c'est quand à thé même de pas sel, c'est beaucoup. 2300. Mais 77 du sel consommé proviennent des aliments transformés. Donc, les soupes en conserve, les condiments, la sauce soya, les aliments préparés du commerce, etc. Source importante de sodium. Et le sodium impacte sur l'hypertension qui touche 22 des Canadiens. Fait que c'est le facteur numéro 1 qui augmente la tension artérielle. Mais on a des approches quand même pour réduire la tension artérielle, comme le régime DASH, qui est un régime quand même efficace, là, qui est contrôlé en sodium, entre 1500 mg et 2300 mg, mais aussi qui est riche en potassium, magnésium, calcium, qui sont des minéraux normalisateurs de la tension artérielle. OK. Fait que Oui, nos trucs pour manger moins salé, ce serait de préparer notre nourriture nous-mêmes, vraiment. puis de saler moins quand on fait notre cuisine aussi, j'imagine. Oui, qu'on... puis les aliments du commerce qui ont l'allégation nutritionnelle faible teneur en sodium, OK. ça veut dire que c'est 140 mg de sodium et moins par portion. OK. Fait que ça reste des bons choix parce que ce que j'ai dit sur le gras, je le retrouve pas tant dans le réduit en sodium. OK. Fait que c'est plus le marketing pour le gras, Oui. tandis que quand on voit du sel, Oui. un produit moins teneur Ça, en c'est un sel, bon choix. ça, c'est un bon choix. Fait qu'on Vraiment. devrait plus opter vers ces Vraiment. aliments-là. Oui. C'est-tu la même chose pour les canages? Tu sais, on parlait des légumineuses Oui. tantôt. Sèche VS en canage. Oui. Sont-tu corrects en canage ou ils mettent des additifs Oui. que finalement, ça va se retrouver dans le pois Souvent, chiche, dans la c'est légumineuse? plus salé. Comme OK. quand tu regardes le sodium sur une fève rouge en conserve, je pense que c'est 600 mg par tasse. C'est vraiment plus salé. C'est sûr que quand tu rinces bien, ça va diminuer les troubles gastro-intestinaux, les ballonnements aussi. T'enlèves une partie, mais pas complètement. OK. Fait que tu as beaucoup moins de sel quand tu prends la légumineuse sèche. Sinon, maintenant, tu as des légumes en conserve, c'est écrit sans sodium. Tu as même des légumineuses, je pense à Menu Bleu, même Compliment, je pense qu'ils font, que c'est écrit... réduite. oui. Ouais, c'est vrai. teneur sont tous- sont réduite bleus. en sodium Ouais. ou faible teneur en sodium. Fait que ça, c'est mieux du point de vue de tout ce qui est conserve, moins de sel. OK. Puis là, maintenant, si on parle des sucres comme des glucides, là, j'imagine favoriser avec les fruits et les légumes les sucres, mais comment bien Oui. repérer qu'est-ce qu'un bon sucre, qu'est-ce qu'un mauvais sucre? Oui. Glucides complexes qu'on va trouver dans des produits céréaliers à grains entiers. C'est vraiment intéressant pour la santé. Toutes les études épidémiologiques montrent que ça réduit le risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires. Fait que là, c'est bon, des pâtes de blé entier, du pain de grains entier, puis ça peut être de l'avoine entière, du seigle entier. Donc, de rechercher le mot entier, surtout avec le germe, les trois parties du grain, donc l'enveloppe extérieure qui est le son, puis le grain intérieur qui est le germe, qui apporte aussi de la vitamine E, différentes vitamines. C'est des bons glucides. OK. Les fruits, c'est des sucres plus rapides, mais ça reste gorgé de vitamines, c'est quand même intéressant. Le jus moins dépourvu de fibres, assimilation rapide.
des sucres dans un jus de fruits, même sans sucre ajouté. C'est pour ça que la Société canadienne de pédiatrie dit pas plus qu'une demi-tasse de jus par jour. OK. Fait que déjà, les enfants qui prennent un 200 ml le midi, les petits cartons dans leur lunch, c'est déjà trop, tu sais. OK. Mhm. Puis, j'ai déjà entendu parler qu'il y a certaines façons qu'on cuit les aliments, qu'on va aller chercher plus ou moins de la valeur nutritive ou on Oui. en perd. Je sais pas trop qu'est-ce Oui. que c'est. Est-ce que tu peux nous l'expliquer peut-être? Oui, bien, cuire dans beaucoup d'eau, genre faire bouillir un brocoli là, jusqu'à temps qu'il vienne super mou. Ça, vitamine C, là, t'en perds énormément là, OK. parce que c'est une vitamine hydrosoluble qui va aller dans l'eau de cuisson. À moins de récupérer l'eau pour faire une soupe, tu perds beaucoup de vitamine C. Cuisson vapeur, cuisson rapide, garder les légumes croquants, ça, c'est sûr que c'est gagnant. Mais il y a des vitamines que la cuisson va apporter une meilleure biodisponibilité, genre le lycopène dans la tomate. C'est un type de vitamine A, caroténoïde. L'absorption va être maximisée par la cuisson. Fait qu'une tomate crue versus une sauce tomate, t'en as beaucoup plus dans ta sauce tomate. Fait que là, la cuisson est bénéfique. OK. Fait que ça dépend des aliments, dans le Oui. fond. Puis, y a-t-il une façon qu'on peut le savoir, comme des sources d'informations fiables sur Sur comment. les cuissons? Ouais, sur les cuissons, aller chercher le maximum des vitamines, tout ça, quand on a à Ouais. cuisiner. C'est pas évident comme source, mais moi, je dirais l'important, c'est de manger et du cru, et du cuit, OK. et de la variété. Comme ça, on se pose pas trop de questions. Il y a des gens qui mangent toujours la même affaire. Genre, je prends 2 fruits par jour, c'est 2 pommes. Bien, pourquoi vous ne prenez pas une pomme, une orange? L'orange va vous apporter de la vitamine C. La pomme va apporter des fibres solubles. Des petits fruits au quotidien, super important, des anthocyanes, des antioxydants. Donc, mettre de la variété. Comme ça, même le poisson, c'est bon, mais il y en a qui sont riches en mercure. C'est neurotoxique. Fait que, encore là, le poisson, il faut que tu varies pour ne pas t'exposer aux mêmes contaminants. OK. Fait que c'est avoir une alimentation variée. Oui. De ne pas se limiter, Oui. d'y aller avec ce qu'on a le goût de manger, puis de choisir des aliments qui sont peut-être plus naturels, ben, Oui, moins transformés, en fait. Là. C'est vraiment ça la clé. C'est vraiment la diversité, moins transformée, moins d'additifs, parce que les additifs, on n'en parle pas suffisamment, mais des listes d'ingrédients qui s'allongent. Il y en a plus de 550 additifs autorisés par Santé Canada. C'est quoi la synergie entre ces additifs-là dans l'organisme? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Tu sais, on ne sait pas. Des fois, tu as tellement d'additifs, oui, mais je comprends que chaque additif est reconnu comme sécuritaire par Santé Canada. En même temps, on a des additifs qui sont permis ici, interdits en Europe. Là, les colorants commencent à être interdits. Je pense à tartrazine, des colorants qui amenaient des symptômes nocifs. Puis, on commence à découvrir le rôle néfaste des additifs. Fait que le plus on épure sans les ingrédients, le mieux c'est. Parce Par que où non, vas-y, finis le j'allais juste dire, on ne sait pas encore, j'imagine, l'interaction, la synergie entre tous les additifs. Tu sais, peut-être qu'on les étudie un à la Ben fois, voilà. mais jamais tous ensemble. C'est là. ça, jamais tous ensemble. Puis ça, je pense que c'est vraiment nuisible pour notre santé. Vraiment. OK. Puis quelqu'un qui veut commencer à changer son alimentation, Oui. quel truc facile on pourrait donner? Là? Par exemple, là, je pense juste au grain Oui. entier. Quelqu'un Oui. qui consomme que du pain blanc pourrait changer vers un pain Oui. brun avec des grains entiers. Voilà. Oui. Fait qu'il faut commencer tranquillement. On se dit, OK, qu'est-ce que je veux travailler en premier? Tu sais, de dire, bon, le pain, déjà, le pain, c'est pas facile quand tu passes à un pain très fibreux. Fait que, tu sais, un compromis, un pain qui est mix farine enrichie, farine de grains entiers, les mix des deux, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Quelqu'un qui prend un seul fruit par jour, ben là, je vais en manger 2. Puis là, quand je vais être rendue à mon 2 puis que ça va bien, c'est intégré dans mes habitudes, je vais pouvoir monter à 3. Tu sais, d'y aller vraiment progressivement comme ça, je pense que c'est la meilleure façon d'être durable, d'intégrer une habitude à la fois. Je mange 0 poisson. Je vais en manger une fois semaine. Puis là, qu'on a atteint cet objectif-là, finalement, ça va bien. Je suis prêt à atteindre un autre objectif. OK. Puis au niveau de l'eau, par exemple, Oui. les liquides, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes de faire des vraiment. changements ou pas tant que ça? Les gens ne boivent pas suffisamment, puis surtout, ils ne sont pas capables de prendre de l'eau nature. Fait qu'ils ont tendance à mettre des aromatisants d'eau. Puis là, les aromatisants d'eau, du Mio, du Nesti, c'est quoi? C'est des colorants. Oui. Puis
Puis c'est du stevia, de l'aspartame, de l'acésulfame, potassium. Fait que c'est vraiment pas intéressant. Fait qu'apprendre à savourer son eau nature ou mettre des fruits, des feuilles de menthe ou de plus en plus, on trouve des aromatisants d'eau plus naturels. Puis ça, c'est vraiment gagnant. Puis combien de litres d'eau par jour et c'est conseillé pour avoir une bonne alimentation pour une personne? 2,2 litres, les besoins, un peu plus chez l'homme, mais ça inclut tous les liquides parce qu'on s'est rendu compte que le café, le thé, le lait, tout ça contribue aussi à l'hydratation, même si on pensait jadis que le café, le thé était diurétique. Jusqu'à 3 tasses par jour de café, ça a un effet positif sur l'hydratation. Puis, ça devient diurétique à partir de 3 tasses. OK. Donc, tu sais, tu prends un café par jour ou 2 cafés, un verre de lait ou 2 verres de lait. Tu sais, ça contribue tout ça. OK. Donc, mais tu sais, de boire de l'eau au moins 1 litre, 1,5 litres. Là. OK. Puis au niveau des changements des habitudes, on en parlait un peu tantôt, mais quelqu'un qui déjeune pas, est-ce qu'on devrait le forcer à déjeuner ou c'est pas si important qu'on le pense, le déjeuner dans le Oui, fonctionner c'est ça. au Bien, ça a quotidien? beaucoup changé parce que ça dépend pourquoi il déjeune pas. Est-ce qu'il déjeune pas parce qu'il est pressé, puis qu'il est rendu à 10h30, il va chez Tim Hortons prendre un gros muffin qui est l'équivalent d'un gâteau? Ouais. J'aimerais mieux qu'il déjeune OK. que de prendre ça. Mais quelqu'un qui, naturellement, moi, là, je me force, je suis pas bien le matin, mais quelqu'un qui mange pas le matin, je regarde toujours la veille au soir. Moi, souvent, c'est des grignoteurs qui grignotent jusqu'à 10-11 heures le soir. Ils se couchent. C'est normal qu'ils n'aient pas faim le matin. Ils ont grignoté toute la soirée. Là. Tu sais, t'as digéré durant la nuit. Donc, en coupant le grignotage, durant mes années cliniques, j'ai beaucoup vu de gens qui retrouvaient l'appétit le matin. Mais si, malgré qu'on coupe ça puis qu'il n'y a encore pas faim le matin, on mange quand la faim se présente, soit 10h, 11h ou midi. Puis d'où ça sort le déjeuner? C'est le repas le plus important de la journée? Oui, écoute, d'où ça sort? Moi, j'ai appris ça dans mon bac. Bien, écoute, moi, j'adore déjeuner, puis je trouve que c'est une façon de prendre des fruits, des grains entiers. Tu sais, c'est facile d'aller chercher des fibres puis des fruits le matin. Donc, tu sais, si on enlève ça, OK, j'ai prends où mes grains entiers? OK, je peux avoir un sandwich le midi, mais mettons, le midi, j'ai une salade de thon. Mes fruits, j'ai prends où si j'ai pas l'habitude de prendre des collations? Fait que le matin, c'est une façon de prendre ses fruits aussi. Fait que, tu sais, c'est une bonne façon d'augmenter, c'est de rencontrer ses besoins nutritionnels aussi de déjeuner. Mais tu sais, ça peut être un déjeuner, un yogourt avec des fruits, un peu de graines de chia dedans. Ça n'a pas besoin d'être un gros déjeuner œuf bacon. Là. Puis, c'est quoi la place des collations dans notre alimentation? Est-ce qu'on devrait en prendre? Est-ce que c'est plus si on a faim? Est-ce que, tu sais... Ça aussi, ça a changé. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment 3 repas, 3 collations. Manger aux 3 heures. Et dans les études, impact positif sur le métabolisme. Maintenant, c'est beaucoup plus l'alimentation intuitive. Force-toi pas à manger entre les repas si tu n'as pas faim. Fait que si quelqu'un arrive le soir puis affamé, arrive du bureau, dévalise le garde-manger, je vais mettre une collation l'après-midi. Ça va permettre de freiner l'appétit en arrivant à la maison puis d'attendre le repas. Hypoglycémie, on met des collations protéines, glucides. Mais si on n'a vraiment pas faim, on se force pas. OK. Fait que plus individualisé, si tu as un petit creux, puis si ça fait en sorte que tu dois dévorer en arrivant chez toi tout ton garde-manger, là, tu vas te prendre une collation. Mais quelqu'un qui n'a pas faim naturellement, puis qui a une alimentation normale, il attend son souper comme tout le monde, il ne va pas se forcer à prendre une collation. Voilà. Mais il faut quand même que les besoins soient rencontrés. Si la personne ne mange jamais de fruits, ben une pomme en collation, c'est une façon d'augmenter puis de rencontrer ses recommandations en fruits puis en légumes. Parce que manger 7 à 10 fruits et légumes par jour en 2 repas, c'est pas facile. Non, c'est clair. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour tous vos conseils puis tout ça. Je pense que en tout cas, moi, personnellement, j'ai énormément appris là, par cette discussion. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis je pense que ça va être intéressant pour toutes les personnes qui vont nous écouter. Je pense qu'on peut aller chercher un peu d'informations dans tous vos propos. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté puis de nous avoir partagé toutes vos connaissances. Là. C'était très intéressant. Tant mieux. Un grand merci à vous deux. Fait que bon succès avec votre beau podcast.
Ben, merci. Puis j'invite les auditeurs sur mes Facebook Live que je fais aussi. C'est tout sur mon site isabellehuot.com. Parfait. Puis on pourra mettre en fait en description Oui. de notre épisode en fait votre site web qui va Parfait. rattacher, j'imagine, tous vos projets là. Oui, Fait que oui. on va Tout est pouvoir là. le mettre en description de notre épisode. Donc si Oui. jamais vous êtes intéressé à en savoir plus sur Isabelle Huot, ses projets ou tout ça, juste vous rendre dans la description de l'épisode pour cliquer sur le lien pour en savoir plus. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci.